Salut, salut, et bienvenue sur le Squiggle. Donc aujourd'hui, on va parler d'une analyse méta sur les Ossiarch Bone Reaper. Donc comme d'habitude, on va étudier une liste avec un joueur qui connaît bien l'armée, quelqu'un qui est un vétéran, qui a fait plusieurs tournois avec. Et évidemment, comme d'habitude, je vais prendre le temps de vous présenter les règles de faction de l'armée qu'on voit aujourd'hui, surtout que là, les Ossiarch Bone Reaper, c'est une armée qui est assez particulière en son fonctionnement. Les Ossiarch ont pas mal de règles qui sont différentes de celles des règles de base, mais quand même, il y a une logique commune en termes de socle commun d'interaction, et donc vous allez pouvoir faire des parallèles avec les choses que vous connaissez déjà. Donc pour parler des traits de bataille, Ossiarch, la chose la plus importante à savoir, c'est qu'ils n'utilisent pas les points de commandement. Ils ont une mécanique similaire qui est les points de discipline. Ça veut dire que les Ossiarch ont leur propre aptitude de commandement qui diffère de celle des règles de base et des autres factions. Vous ne pouvez pas utiliser les aptitudes de commandement de base comme atteinte aux règles ou défense aux règles, et vous avez en contrepartie d'autres aptitudes de commandement disponibles sur l'allégeance, via votre sous-faction, ou directement dans les war scrolls des unités que vous allez jouer. Vous générez des points de discipline via vos héros, un point de discipline par héros, un point de discipline supplémentaire si vous avez un lige sur champ de bataille, qui sont les héros montés, et vous gagnez 3 points si Katakros est votre général. Vu que Katakros est War Master depuis la V3, vous avez automatiquement ces points si vous jouez Katakros dans votre liste d'armée. Vous avez aussi une génération de points de discipline comme tout le monde, avec les points de commandement au début du round, donc 1 point si vous commencez et 2 points si vous êtes deuxième, et vous pouvez lancer un dé pour chaque unité Ossiarch sur champ de bataille au début de votre tour, et pour chaque 6+, vous allez générer un point de discipline supplémentaire. Ces points de discipline, vous pouvez vous en servir pour utiliser vos aptitudes de discipline Ossiarch. Petite différence par rapport à l'aptitude de commandement, vous pouvez faire plusieurs fois la même aptitude de commandement en Ossiarch. Par contre, vous avez la même restriction que les autres armées, c'est-à-dire que chaque unité de votre armée ne peut recevoir qu'un seul ordre par phase. Vous avez 3 aptitudes de commandement Ossiarch génériques, c'est-à-dire qui ne sont ni dans vos sous-factions, ni dans vos war scrolls. Elles sont directement dans le battle tome, et sont utilisables par toutes les unités Ossiarch. Vous avez Avancée inexorable, qui permet d'ajouter 3 pouces à l'heure de mouvement d'unité Ossiarch à la phase de mouvement. Vous avez Construction Arachnique, qui permet de soigner une unité Ossiarch qui ne s'est pas déplacée à la phase de mouvement, donc c'est une sorte de ralliement. Et vous avez Coordination sans faille, qui permet qu'après un héros Ossiarch se soit activé, d'activer une autre unité Ossiarch. En plus de la discipline, les Ossiarch ont également la Feel No Pain propre à beaucoup d'unités de l'Hadès en trait de bataille, donc une Feel No Pain à 6+, et vous avez également un trait de bataille qui font que les Ossiarch ne font jamais de jet de déroute lors de la phase de déroute, ce qui leur confère donc une immunité naturelle lors de cette phase-là. Au niveau de la sous-faction de la liste est en Petrifex, donc en Petrifex vous avez plusieurs traits de bataille. Vous avez un trait de bataille qui vous permet de réduire de 1 la rend de l'adversaire en face, donc s'il vous attaque avec rend-2, eh bien il est à rend-1, si vous attaquez avec rend-3, il est à rend-2, rend-1 devient un rend-0, etc. Vous avez également une aptitude de commandement Ossiarch qui permet d'améliorer de 1 la rend d'unité Ossiarch qui attaque un ennemi, donc vous passez de rend-1 à rend-2, etc. Au niveau de la composition de la liste, vous avez Katakros, qui est donc le seigneur de guerre Ossiarch, qui est un héros nommé mais aussi un War Master, donc il est général en plus du général que vous choisissez pour votre armée. Katakros, c'est un héros avec un profil dégressif qui a des suivants. Plus vous subissez de PV, moins vous avez de suivants, et donc vous perdez les aptitudes liées à cela, mais moins Katakros est accompagné, et plus il sera violent la phase de combat. Vous avez différentes aptitudes conférées par vos suivants. Vous pouvez voler un point de commandement sur un 4+, au début du tour ennemi, vous pouvez mettre un malus de -1 à la touche sur une unité ennemie, et vous pouvez augmenter la portée de vos aptitudes de commandement du war scroll de Katakros, qui est normalement à 18 pouces, pour la faire passer à 36 pouces. Et pour parler de sa aptitude de commandement, Katakros, il donne +1 à la touche à toutes les unités Ossiarch entièrement dans cette aura, et si l'unité Ossiarch fait partie de sa sous-faction, c'est-à-dire les Mortis Praetorian, ils ont également +1 à la save. Katakros possède en plus de ça une aptitude de commandement qui est la même que celle du Lich Cavalos, qui permet de donner +1 attaque à l'unité Ossiarch à portée de l'aptitude de commandement. Ensuite, on a le général, qui est le mortisan Bone Shaper, qui permet de faire revenir des figurines dans les unités de Mortal Guard, et il possède un artefact qui permet d'améliorer la protection naturelle à 6+ des Ossiarch, à une protection à 5+, pour une unité Ossiarch Bone Reaper, qui a 3 pouces ou moins du porteur de l'artefact. On a ensuite un troisième héros dans la liste, qui est le mortisan Soulmason, qui lui possède un sort qui permet de faire relancer les jets de touche de 1 aux unités Ossiarch Bone Reaper. Côté ligne, on a 3 unités de Mortal Guard, donc mouvement 4, save à 4, 2 attaques par tête, touche à 3, blesse à 4, raid-1, dégâts 1, les 6 à la touche font 2 jets de blessure. Les Mortal Guard ont également une aptitude de commandement,
lever les boucliers qui leur permet de relancer les jets de save à la phase de combat. Et enfin, on a deux Monster Crawlers qui sont les catapultes Ossiark, qui possèdent un tir de base qui est dégâts 5, mais qui possèdent également deux tirs spéciaux, utilisables une fois par partie. Un de ces tirs est spécialisé sur les hordes de masse qui ont peu de bravoure, tandis que le deuxième tir a plutôt cherché à aller tuer des héros totems qui sont loin sur le champ de bataille, mais qui vont être immédiatement tués par le tir. Le premier tir spécial, donc le tir anti-horde, vous demande de lancer un dé par figurine dans l'unité ciblée. Et vous allez infliger une blessure mortelle à chaque fois que la valeur du dé que vous lancez est supérieure ou égale à la bravoure de l'unité ciblée. Sachant que vous avez un modificateur qui va de 0 à -2, donc plus le Mortel Crawler est blessé, et plus c'est difficile d'utiliser ce tir-là. Et le deuxième tir, qui est donc le tir anti-héros à pied, qui ont 5-6 PV, lui, il fonctionne de la manière inverse, c'est-à-dire que moins vous allez avoir de PV, et plus ce tir a de chances de tuer la figurine ciblée. Donc vous ciblez une figurine à portée, c'est-à-dire entre 6 et 36 pouces, et vous lancez 2d6, auquel vous soustrayez ou additionnez en fonction du profil dégressif la valeur inscrite dans le tableau. Et si le total de cette valeur est supérieur ou égal à la caractéristique de PV inscrite sur le War Scroll de la figurine ciblée, alors vous la tuez immédiatement. C'est donc très utile, comme je vous l'ai dit, pour tuer des héros comme des sorciers qui ont 5 ou 6 PV pour les retirer du champ de bataille. Côté des bataillons, on a un bataillon Hunter of the Earth Sound qui permet d'immuniser les Mortek aux actions monstrueuses, qui leur permet de pouvoir faire tout le temps les ordres dont ils ont besoin pour se synergiser correctement et être efficaces sur le champ de bataille. On a un camp d'entourage pour avoir un artefact supplémentaire. Et enfin, petit bonus, il y a également un Alpha Beast Pack qui permet, lorsque c'est nécessaire, de faire déplacer de D6 les Mortek Crawlers, qui je vous le rappelle sont des behemoths. Et maintenant qu'on a vu comment la liste fonctionnait, je vous retrouve tout de suite pour la partie de l'interview avec Nicolas. Donc voilà, comme prévu, on se retrouve cette fois-ci pour parler de la liste Catacross avec Nicolas. Salut Nico. Salut Clément, salut tout le monde. Donc alors Nicolas, tu es un joueur marseillais, et alors, on a vu Seb en corne, et du coup on continue, voilà, on descend de plus en plus bas, on arrive en Occitanie, et on va parler donc aujourd'hui des Ossiark. Est-ce que Nicolas, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, raconter ton parcours dans le hobby, comment tu as commencé Warhammer, pourquoi tu as choisi de jouer Ossiark, c'est quoi les autres armées que tu joues, etc. Bien sûr, Dada m'a déjà fait pas mal de travail. Effectivement, je suis dans le sud à l'heure actuelle. Moi, j'ai commencé le hobby avec Warhammer Battle. J'ai commencé en V6 avec des elfes noirs que j'aime toujours. J'ai joué aussi pas mal Roi des Tombes et Contre Vampire, ça a son importance. Ensuite, j'ai transité sur Warhammer 40 000 un peu plus tard parce que j'aimais mieux le format socle rond, tirailleur, plus pouvoir utiliser mieux les décors et le fait qu'il y ait des scénarios à objectif. Ensuite, j'ai fait une grosse pause comme beaucoup l'ont fait pour études, travail, tout ça. Et c'est un ami dans la région qui m'a proposé de réessayer AOS. Alors moi, j'étais resté sur un peu l'impression de base, sans m'être renseigné énormément de AOS V1, qui était pas très bonne. J'ai quand même essayé du coup la V2 parce qu'il m'avait dit qu'elle était quand même bien mieux et qu'elle était sympa, et j'ai bien aimé, j'ai bien accroché, donc je suis un peu on va dire retombé dans le hobby, et je suis parti depuis. Donc je suis arrivé peu de temps avant le livre Corne justement. C'était je sais plus, en février. Ouais, début d'année de mémoire. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai recommencé avec Corne justement. J'ai adapté, j'avais une liste démons à 40 000 et j'ai réutilisé les figurines, c'était assez pratique. Et j'aimais bien jouer l'armée, tout ça. Mais après, j'ai essayé beaucoup de choses, et notamment, je voulais réutiliser ma gamme Elfe Noir que j'avais à Warhammer Battle. Je pense qu'on était beaucoup à faire ça, que ce soit Elfe Noir ou d'autres gammes pour City of Sigmar, mais en tout cas, j'ai réutilisé mes Elfes Noirs en Darkling Coven à l'époque, le City n'était pas sorti. Et quelques mois après, le livre City of Sigmar du coup est ressorti, et j'ai adoré, gros coup de cœur. On peut tout jouer, on peut rejouer toutes les figurines qu'on veut, on peut adapter plein de concepts, c'est génial. Donc, j'adore ce livre, et c'est probablement celui que je joue le plus. Et du coup, je joue beaucoup l'Order de manière générale parce que je joue Cities et je joue beaucoup des armées qui peuvent être en coalition avec. Donc, par exemple, j'ai joué un peu quelques elfes sylvains, des Stormcast évidemment. Et j'adorais la figurine de Moratti, donc quand on a pu la jouer avec Broken Realms, en fait, j'ai acheté juste Moratti, pas parce que c'était compétitif, mais parce que j'adore la figurine et je voulais la jouer avec mon armée. Oui, oui. Et Comme entre-temps,
le piège, on va dire, Games marche bien. J'ai acheté les figurines qui vont autour de Moratti, par exemple. En Stormcast, pareil. Du coup, je joue Stormcast et Daughter of Kain. Enfin voilà, donc pas mal d'orders. Khorne, évidemment. Et un peu de Death. Alors, j'ai un petit peu Flesh Eater. Bon, disons que j'ai eu une occasion pour avoir l'armée à pas trop cher et tout. L'armée est quand même intéressante, même si bon, en ce moment, c'est quand même plus compliqué. Mais c'est pas mon gros coup de cœur. Par contre, les Ossiarks, donc quand ils sont sortis, j'ai beaucoup aimé le design. Le style de jeu un peu très carré, très discipliné, fiable, tout ça, j'aime beaucoup cette idée. L'armée un peu régulière en fait. Enfin, c'est étonnant, mais les Osiarks, c'est presque l'armée la moins high fantasy, je trouve, à mon sens. Ça fait vraiment armée de métier. Ouais, parce que ouais, les Ossiarks, les Ossiarks, c'est une armée qui est sortie à AOS pour AOS. Donc, à l'instar des Idonettes, c'est une armée qui a fait qui a surpris les gens en termes de design quand elle est sortie. Ouais, c'est vrai que finalement, c'est une armée qui est, c'est l'Empire romain, enfin, c'est les Centurions quoi. Attendez, Voilà, c'est ça. Bah, c'est bon, c'est la ça reste Légion. Hein. des golems d'os animés magiquement, voilà, mais c'est vraiment des troupes, voilà, régulières. Il y a des soldats de base, et puis par de la cavalerie, des catapultes, et des héros qui sont là pour, bah, c'est les commandants, quoi. C'est la chaîne de commandement pour donner des ordres, tout ça, et j'ai aimé beaucoup cet aspect. Et ce qui m'a fait m'y mettre, en plus de tout ça, c'est que, bah, effectivement, j'avais ma collection de rois des tombes que j'aimais beaucoup, et que je trouvais là une occasion de les réutiliser en fait. Donc dans mon armée, j'ai pas mal de figurines qui sont des rois des tombes convertis, un mix en fait un peu aussi roi des tombes. C'est pas 100% roi des tombes, c'est un mix des deux. Et donc j'étais très content de pouvoir utiliser mes rois des tombes. Et voilà pourquoi je joue au cirque à l'heure actuelle, entre autres choses. D'accord, écoute, merci beaucoup. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, Nicolas, comme beaucoup de joueurs qui ont commencé à OS, avant ils ont joué à Battle, et ils sont arrivés après la V1. Alors, c'est parce que c'est très important que la V1, malheureusement, elle a fait, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. D'ailleurs, on en parlera un jour de cette V1, pour, pour parler ne serait-ce que d'historique, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Ici, donc, on va donc parler de ta liste en Ossiark. Et bon, évidemment, ta liste, je l'ai lu, je l'ai même décortiqué. Et j'ai plusieurs questions concernant des choix d'unités, mais avant ça, est-ce que tu peux nous présenter ta liste, voilà, de quoi elle se constitue, quels sont le rôle de chaque unité de la liste, et pourquoi tu as choisi de jouer ces unités-là? Alors, j'ai joué cette liste. Alors je jouais un peu une autre version avant. Je joue quasiment tout le temps Arcane d'habitude. J'adore Arcane. Et là, j'ai voulu essayer sans pour pouvoir mettre un peu plus de troupes en fait. Essayer de comment dire? Plus de force vive, donc plus de Mortec en fait dans cette liste-là. Et ça faisait pas longtemps que j'avais Catacross et j'adore la figurine, donc je voulais absolument jouer Catacross, qui en plus est franchement pas mauvais et qui avait eu une baisse de coût en points. Donc voilà, le cœur de la liste c'était Catacross, c'est pas mal de Mortec. Et les deux catapultes, c'était un petit peu. Alors, j'ai joué cette liste à la méga bash, et je voulais essayer un peu de. Honnêtement, j'y allais pas très confiant, donc je jouais Death parce que bah, il en fallait un, c'était moi. Euh, Au cirque, alors sans dire qu'ils sont mauvais, ils sont pas mauvais du tout, mais ils sont un petit peu, je dirais, ventre mou, peut-être moyen plus, euh, parce que c'est quand même pas si mauvais, Ouais, mais je suis donc d'accord, c'est ah, clair. C'est clairement une armée sur la moyenne en ce moment. voilà, c'est ça. Et mais c'est surtout moi, ce qui m'embête en V3, c'est comment dire, le plaisir de jeu en Osiark, il est un petit peu diminué, je trouve, par rapport à d'autres armées. J'aime moins les jouer. Parce qu'on n'a pas tous ces petits outils que la V3 propose, notamment le redéploiement que je trouve incroyable et qui Ouais. est enfin voilà, il y a tous ces petits outils de V3 qu'on n'a pas et du coup ça y a un petit sentiment de frustration. C'était le cas notamment avec les actions héroïques. Et d'ailleurs, le White Dwarf a corrigé pas mal de ces choses-là, que ce soit en termes d'efficacité ou de sensations. Ouais, c'est un très très bon White Dwarf, thématiquement en tout cas, un des meilleurs. Thématiquement, c'est un des meilleurs. En termes de règles, on peut discuter, mais franchement, il ouais, très très bien le White Dwarf Voilà, d'Ossiark, quoi. d'ailleurs, le White Dwarf, je le trouvais intéressant et j'ai trouvé encore mieux après avoir Mm. fait quelques parties en utilisant certaines des aptitudes qu'il nous offrait. Et donc, les deux catapultes, c'était un peu, comme je portais un peu défaitiste, perdant, je me dis, on va essayer peut-être de voler un peu des games avec des catapultes. Bon, finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, les games sont bien passés, mais c'est pas les catapultes qui ont volé les games. Ils ont fait un travail très correct. Mais puis j'avais jamais joué de catapulte, donc bon, c'était l'occasion. Voilà, je voulais essayer. C'était plutôt marrant de jouer des catapultes, en fait. Donc voilà, je voulais jouer pas mal de Mortec, des catapultes et catacross. Et bah après, une fois qu'on a mis tout ça en Osiark, hein, il reste pas beaucoup de points. Donc j'ai mis quand même deux sorciers qui me permettent deux choses. Donc il y a un Mortisan Bone Shaper et un Mortisan Soul Mason.
Le Bone Shaper donc permet de réanimer 3 PV de figurines à 6 pas de lui, donc il peut un peu complémenter Catacross qui lui le fait 3 fois pour une unité qui aurait perdu quand même pas mal de figurines. Ça me donne une base de magie, notamment pour lancer bouclier mystique en fait. Et il y a quand même quelques sorts intéressants en Osiark. Ouais. Améliorer les armes de Nadjirit, c'est intéressant. Améliorer les boucliers, c'est plus situationnel et plus difficile à lancer, je trouve, mais c'est aussi intéressant. Les autres sorts sont un peu plus anecdotiques. Bon, Arcane Command ne sert pas à grand chose quand on joue Catacross, on a déjà beaucoup trop de points de discipline. Et le fait d'avoir des mortisans permet d'utiliser justement l'aptitude de commandement, l'action héroïque du White Dwarf, qui permet de lancer un sort. Si le sort est lancé, l'adversaire ne peut pas tenter une dissipation. Et ça, c'est extrêmement fort. Le bouclier mystique qui n'est pas dissipable, c'est vraiment puissant. Les Mortec deviennent vraiment très très durs à tuer. Bon, après, il faut passer le sort, mais ça reste 5, c'est pas très Ouais, compliqué pour peu qu'on ait un terrain mystique qui traîne. ouais, une fois Enfin, que pas le mystique, paramètre, ésotérique, pardon. ouais, une fois que le paramètre de la dissipation est retiré, que tu joues, bah, en fait, ça Voilà. passe tout le temps parce qu'il y a des parties où tu vas jouer contre Condis, contre Croak, même contre des armées qui ont de la magie comme Sinch, Conqueros évidemment. Bah, ton bouclier mystique, une fois que t'es à 30, il passe moins. Là, où tu ignores un paramètre de l'adversaire, donc c'est toujours très Ouais, très voilà, il y a quand intéressant. même beaucoup d'armées qui ont des facilités à le dissiper. On n'a pas, avec ces sorciers-là, on n'a pas de bonus de lancement particulier, donc c'est quand même pas évident. Et le bouclier mystique a quand même un gros poids, donc c'est vraiment bien de pouvoir le passer. D'autant que les autres actions héroïques sont très, comment dire, un peu marginales. Il y a la nouvelle qui permet de lancer une aptitude sans dépenser de points de discipline. Mhm. Alors, elle est bien, elle permet de. En fait, je pense que c'est plus pour la sensation de ne pas faire de tour à vide, parce qu'avant le White Dwarf, il y avait beaucoup de phases où notre traversée, bah, je fais telle action héroïque, et toi, tu fais quoi? Bah, moi, je fais rien parce que j'en ai aucune que je peux faire. C'était un peu. C'est pas très drôle. Ouais, puis c'est Au clair moins, on que peut faire vu celle-là. toi dans ta liste, tu joues Catacross comme un vrai bonhomme, bah des points de discipline, t'en as plein. Donc Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas besoin de faire ça. Donc, en fait, c'est quasiment 80% du temps, c'est le Bone Shaper qui va. Enfin, pendant notre tour, hein, bien sûr, c'est le Bone Shaper qui va lancer un sort sans être dissipable. Donc ça, c'est vraiment bien. Le fait d'avoir et d'ailleurs, pour l'action du White Dwarf, c'est vraiment que les mortisans. Donc si on joue une autre version, qui vient souvent avec, Catacross plus Arcane, on n'a pas d'autres personnages en général. Arcane ne peut pas utiliser cette action héroïque. oui, Donc parce c'est que un petit point en plus pour les mortisans. Arcane est un mortark, pas un mortisan. Il est au-dessus, donc il Exactement lance la et magie à c'est plus 2, je sais plus, plus 3, plus 2. Ouais. +2, ouais. Ouais. Donc c'est que les mortisans. Le fait d'avoir mes 3 personnages me permet de débloquer un commandant entourage qui est pas indispensable, mais c'est un bon bonus. Par exemple, il me permet d'avoir la Load of Saturation sur le Bone Shaper qui permet de passer une insensible de death à 5+, ce qui commence à faire pas mal de couches de Oui. protection. Euh, Voilà pour les personnages. Les Mortec, donc beaucoup de Mortec, 60. On pourrait changer la configuration. Moi, je joue 30, 20, 10 parce que j'apprécie d'avoir vraiment un gros pack qui peut tanker pas mal de choses. Mhm. Mais on pourrait très bien les jouer en 20, 20, 20, je pense. Ça, c'est question d'approche et de façon de jouer. Et voilà, la liste est en Petrifex Elite, ce qui est bon. Petrifex Elite, c'est courant. Avec Catacross, on voit quand même souvent Mortis Praetorien. Ça J'ai arrive, ouais. d'ailleurs joué en Mortis Praetorien avant. En fait, les deux sont très bons. Ouais. Le gros avantage de Mortis Praetorien, c'est que on a un +1 en sauvegarde net et pas une diminution de la rend, ce qui est bon, c'est mieux, même si souvent ça fait pas une grosse différence. Et on peut surtout l'aptitude des Mortis Praetoriens qui permet de reroll les touches se fait en phase de charge. Du coup, on peut cumuler ça avec, par exemple, la relance des saves des Mortec. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'on a beaucoup de points de discipline et qui nous en reste à la fin, c'est que toutes les aptitudes qu'on veut faire sont en phase de combat, enfin la plupart. Ouais. Mais on peut pas les cumuler, on peut pas cumuler plus une attaque, on peut pas cumuler le Bludgeon de Petrifex avec le lever les boucliers des Mortex qu'on va faire 80% du temps. Non, parce que pour rappel, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les mécaniques Osiark, les ordres Osiark, vous pouvez les faire plusieurs fois, mais vous êtes toujours assujetti à cette restriction d'un ordre par unité. C'est ça. C'est ça le truc. Une unité ne peut donner et recevoir qu'un seul ordre, comme les autres armées, mais on peut dupliquer les ordres en fait. Voilà, On c'est peut ça. faire 2 fois le même ordre sur 2 unités différentes. Et donc voilà, Mortis Praetorian, on peut cumuler d'autres.
d'autres bonus en combat avec la relance des touches, parce qu'elle se fait en fin de phase de charge. Pourquoi j'ai pris Petrifex? Il y a 3 raisons, on va dire. La principale, c'est qu'on n'a pas besoin que Katatros ait fait une phase de héros pour avoir la diminution du rend. Contre une grosse liste d'alpha qui voudrait vous agresser très fort, les Iron Jaws au hasard, hein. Vous avez quand même votre diminution de rend de 1. Bon, contre Iron Jaws, justement, ça suffit pas. Mais au moins, quand vous êtes en Mortis, Katakros n'a pas lancé l'aptitude et vous avez vraiment rien du tout. Et donc là, vous avez mal. Et on a aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le Bludgeon, donc la capacité de mettre en phase de combat, améliorer sa pénétration de 1, qui est très utile, je trouve, en Osiark. On va pas la lancer très souvent parce que le plus souvent, on va lancer la relance des saves. Mais le moment où on veut être agressif, où c'est notre tour, on veut faire mal. Et donc, on sait qu'on va pouvoir activer nos Mortec en premier et pas craindre ou peu de riposte. Le Ren -2 fait une grosse différence parce qu'on a, on va dire, assez peu de Ren en Osiark. On a quasiment tout le monde à -1. En fait. Donc, le Ren -2 est vraiment très intéressant, à mon sens. Et l'autre petit bonus de Petrifex, c'est que je trouve que le trait de commandement et l'artefact sont meilleurs qu'en Mortis. Enfin, en l'occurrence, ils sont très bons, je trouve, en Petrifex. Moi, ils m'ont déjà sauvé des personnages. J'ai souvent mon Soul Mason qui s'en est sorti à 1 point de vie, ensuite qui a pu régène grâce à Katakros, etc., grâce à la God Bone Armor. Enfin, voilà. Ils sont plutôt bons, donc c'est vrai que c'est intéressant de les prendre aussi. Non, Petrifex, c'est clairement la sous-faction la plus... En fait, c'est le jeu de la sécurité. En Petrifex, parce que Voilà, tu sais que tout va fonctionner. En plus, c'est mine de rien une sous-faction qui joue beaucoup avec l'arène, que ce soit en positif ou en négatif, de ton côté. Et, alors c'était moins le cas en début de V3, mais il s'avère que plus la version avance, et plus le fait de jouer avec l'arène, que ce soit pour augmenter ou la diminuer, c'est une vraie mécanique clé de cette version-là. Et on l'a vu avec les Zombet que ça fait toute la différence dans Ça une fait toute faction. la différence, oui. Je vais encore parler des Iron Joe, mais la raison pour laquelle moi je trouve que c'est difficile contre Iron Joe, c'est justement la WAG. Les tours où ils n'ont pas la WAG, on arrive à tanker Iron Joes. Par contre, le tour où il y a la WAG, la reine -3 sur les cochons, par exemple, ça fait qu'on passe à sauvegarde à 6. Et il y a un monde entre la 6 relançable et la 5 relançable, par exemple. C'est vraiment incroyable la différence. Mm. Et ouais, effectivement, manipuler cette reine, c'est très très fort. Et c'est ce qui rend, je trouve, les Osiark. Moi, j'aime bien Osiark contre certaines armées qui, justement, ont assez peu d'accès à l'arène. Je pense par exemple à Sublight. Ils sont un petit peu limités à ce niveau-là et ils ont du mal à nous faire des dégâts. C'est ce que j'ai eu souvent dans mes parties. Ouais, il y a d'autres armées dans ce cas-là, mais quand on n'a pas accès vraiment à une forte reine, ça reste quand même pas évident de battre l'Osiark. Après, il y a d'autres manières de battre l'Osiark, on n'est pas obligé de le tuer, hein. Mais ça, c'est quand même appréciable. Non, Osiark, c'est Et, vraiment une armée qui est très solide. Parce que je me arrête de te couper, parce que bon, ah, vas-y, vas-y. Osiark, toi tu as joué à la sortie aussi, puisque tu démarres avec la sortie pour tes rois des tombes. Mais Osiark, je me permets, je le fais parfois, de faire un petit point d'histoire pour ceux qui n'étaient pas là quand le Battle Tom est sorti, mais il faut savoir que Osiark, avec Fire Slayer, a cassé la méta en deux de l'époque, quand ils sont sortis. C'est-à-dire que l'armée, elle l'est toujours, hein, mais l'armée était tellement résiliente que on ne pouvait plus jouer d'armée de corps à corps si on ne jouait pas Osiark ou Fire Slayer à cette époque-là. C'est exact. Mm. Et bon, moi, j'avais pas tout compris, je jouais Stadier Cloud à ce moment-là. Mais c'était drôle, mais c'était Ah, pas aussi bien ça fait quand même. moins peur. Hein. Ouais. Bah, c'était quand même très drôle. Je me rappelle justement une partie à une autre méga bash. D'ailleurs, je crois qu'elle était streamée avec Skevin de Marseille aussi et qui jouait Idonet. Et en fait, on avait été aussi vite l'un que l'autre. J'allais aussi vite que lui. C'était très très drôle. Oh, Bref. tant que tu joues pas Crématorian, t'es quelqu'un de sans d'esprit, je pense. Ouais, Crématorienne, j'ai essayé, mais il y a trop de. L'aptitude est intéressante, mais il y a trop de choses qui la limitent. Le fait qu'il faut être à 3 pas. En fait, souvent, on peut pas combiner et riposter et exploser et utiliser le Gotizar, par exemple. Souvent, Ouais. on va choisir un des trois, et ce qui fait que Crématorian, bon, C'est surtout que c'est marrant, mais c'est pas évident. Crématorian, c'est rigolo comme aptitude. Parce que Crématorian, c'est une sous-faction qui vous permet de faire des BM lorsque un Mortec meurt, en gros. Sauf que c'est ça le problème, c'est que quand un Mortec meurt, mais ça coûte 140 points les 10, personne ne veut qu'un Mortec meure. Ça serait Ouais, pour le petit aparté Crématorian, en fait,
voilà, quand vous avez une figurine qui meurt à 3 pas d'un ennemi, vous allez lancer un dé, de manière générale sur 5+, vous allez faire une mortelle. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, vous préférez enlever des figurines à côté de votre cotissard quand vous en jouez un et Mhm. du coup, ça va pas for elles vont souvent être Ouais. pas portées pour exploser et le reste du temps, en Ossiark, on utilise souvent des pile-in pour, faire du mouvement parce qu'on est très lent et en fait, en enlevant des figurines qui sont à 3 pas pour exploser l'adversaire, c'est des figurines qui ne vont pas riposter ensuite. Donc en fait, on se trouve à faire un choix entre, est-ce que je tente un 5+ pour faire une BM ou est-ce que ma figurine va attaquer? Voilà. Enfin moi, c'est souvent l'expérience que j'ai eue en crématorial. Enfin bref, voilà, c'était petit aparté, Ouais, ça serait super en full bike crématorial, je pense. Mais là, bon. Ouais, en Soul Blight, les petits zombies, surprise là, ça peut être drôle. Bref et donc oui, ce que je voulais dire, petit aparté pour Mortis Praetorien, pour ceux qui pourraient se demander, si Catacross fonctionne en Petrifex. Puisque lui est Mortis. Alors effectivement, il ne donne pas le +1 en sauvegarde au Petrifex, il se le donne à lui-même par contre. Lui, par contre, ne bénéficie pas donc de l'arène Ouais. diminuée de 1 et il ne peut pas utiliser Bludgeon. Ouais, c'est important de le rappeler parce que moi, je l'ai déjà vu en tournoi, donc. Voilà. Et Katakros aimerait bien utiliser Bludgeon pour le coup. Par contre, il donne aussi +1 pour toucher, mais le +1 en touche affecte tous les Ossiarques et pas tous les Mortis Praetoriens. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de le jouer en Petrifex. Sinon, bah, il faudrait se limiter à Mortis quand même, parce que le +1 pour toucher, il est plutôt solide. Ah oui, parce que le plus 1 pour toucher, c'est très très fort, surtout que bah vous faites plein d'attaques avec les On fait Mortec, mine de rien. beaucoup, Donc, beaucoup d'attaques. On touche à 3+ de bas, donc on se retrouve à toucher à 2+ quand on a Catacross, en gros, hein, toute la partie, quasiment. Catacross meurt pas souvent. Il a une énorme portée d'aura. Et en plus, il y a souvent le Soul Mason, on le joue surtout pour. Enfin, moi, je joue surtout pour son sort, je pense que je suis pas le seul. Son sort War Scroll, donc Arcane Command, qui permet de relancer les 1 pour toucher. Et donc, bon, on a des 2+, relance les 1 pour toucher. Sur des 6, on peut exploser. Si on a lancé l'amélioration des armées de Nadirite, on explose sur 5. Donc, on se retrouve souvent à faire, je sais pas, une trentaine d'attaques et hmm. faire 35 touches. C'est très drôle. Non, ça peut arriver. Ouais, ça arrive très très souvent. En fait, on fait souvent plus de touches que d'attaques. Mais c'est Bon, surtout. par contre, après, c'est la douloureuse, hein. Le blessé 4+, Ah oui. Moi, au Cirque, quand le Waldorf est sorti, j'étais curieux parce que j'avais beaucoup aimé la lecture de toutes les nouvelles règles, que ce soit le soin ou ce genre de choses, les nouvelles techniques de bataille aussi. Et bah, j'étais curieux, je me suis fait 2-3 listes et j'ai redécouvert que les Mortex ça blessait à 4+, parce que ça faisait Eh oui. tellement longtemps que j'avais pas affronté l'armée que j'étais parti du postulat que bah, c'est de l'élite, ça blesse à 3+. Non, non, non. Eh non, non. Non, non, ils touchent très très bien, mais ils ont beaucoup de mal à blesser. En plus, il n'y a pas de façon. Alors, il y en a une petite de mémoire avec le. C'est, je sais plus comment s'appelle l'artefact. C'est un Soul Mason, je crois qu'il peut le prendre, qui peut donner +1 pour blesser aux unités Death. Mais c'est Wooly Within 9, c'est très compliqué. Et en plus, ça ne marche pas contre les autres unités Death. Ouais, oui. Souvent, on a d'autres artefacts à prendre, donc bon, souvent on l'utilise pas, mais voilà, ça existe. Et il pourrait y avoir le triomphe, mais en fait, le triomphe, je pense, c'est un piège. Déjà, moi, Mali, je crois, fait 1995. J'aimerais bien baisser parce que le triomphe en Ossiark est extrêmement important, à mon sens. Et il ne faut pas prendre le +1 pour blesser. Même s'il est extrêmement alléchant vu qu'on blesse à 4, il faut prendre la relance des charges, qui est cruciale, puisqu'on ne peut pas la faire Et oui, on relance pas les de charges de base. Shark. Et on a besoin d'aller au CAC parce que, en fait, on a besoin d'aller au CAC pour énormément de raisons. Parce qu'il n'y a que au CAC qu'on fait des dégâts. Bon, même si moi je joue de catapultes, mais c'est pas non plus ça qui casse tout, hein. C'est plus pour faire peur. Donc on a besoin d'aller au CAC pour faire des dégâts et on a besoin de faire des charges pour avancer sur la table aussi. Parce que, bon, mouvement 4, on peut monter à mouvement 7 avec le, l'aptitude haussière donc on peut donner +3 en mouvement à n'importe quelle unité haussière pour un point de discipline. Avec Catacross, en plus, on a le luxe de le faire sur beaucoup d'unités quand même. Mais ça fait quand même pas beaucoup. Et donc, faire ces charges, une bonne charge, ne serait-ce qu'une charge à 7 qui va être améliorée à 8 avec le Nécrophoros par exemple, bah, c'est comme des nains ou bah, toutes les armées lentes, hein, on fait plus de mouvements en charge que naturellement, hein. Donc on a vraiment besoin de faire ces charges. Il y a tellement de fois où même en étant à 3 pas, bon 3 pas, l'avantage c'est que les Mortec ne peuvent pas rater. Mais malgré tout, avec des unités grandes, 20 voire moi j'ai l'unité de 30, on a besoin de faire un bon mouvement de charge pour maximiser, nos attaques. Sinon, on se retrouve avec une espèce de traînée de l'unité Hmm. avec des mecs qui seront à la traîne et que leur pagne de 3 ne permettra pas de maximiser les attaques ou de se rapprocher. Et finalement, on va pas taper tant que ça parce que c'est impressionnant le nombre d'attaques qu'on fait, mais finalement, il faut quand même beaucoup d'attaques
pour faire des dégâts entre le blessé à 4 et la reine, souvent qui est de -1 contre, je sais pas, contre quelque chose qui est très armuré, un Nagash, un Kragnos, des choses comme ça. On a beau faire 60 attaques extrêmement fiables, il n'y en a pas beaucoup qui passent à la fin. Donc on a besoin vraiment de maximiser nos attaques au maximum. Et donc, pour toutes ces raisons, relancer une charge, c'est très important. Et c'est pour ça que bon, moi, Malice, si vous avez la possibilité en Osiark, mais c'est difficile parce que tout coûte très cher, on met pas grand-chose. N'hésitez pas à baisser un peu et essayer d'avoir ce triomphe parce qu'il est très important. Moi, justement, la méga bash sur la première partie, je gagne la partie juste parce que j'ai la relance des charges. Ouais. On était sur le scénario 421, je sais plus comment il s'appelle. Celui où l'objectif chez l'adversaire vaut 4 points, le nôtre vaut 1 point, les deux autres vaut 2 Ouais, points. c'est... alors, c'est pas Bataille du Col, c'est plus le nom, Hop, c'est Gain premier sang, Sauvage. C'est Gain bien, Sauvage, maintenant qu'il s'appelle, ouais. peut-être. Si, Oui, c'est oui, je ça. crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, j'étais contre un Nagash en Hightone, justement. Et j'étais en position pour aller attaquer Nagash, mais il était en heure de gloire, ça m'intéressait pas trop parce que je savais que j'allais pas faire beaucoup de dégâts. J'avais fait une charge un peu moyenne, justement, je crois que j'avais fait 5, quelque chose comme ça, au contrôle plus 1. Donc non seulement je pouvais toucher que Nagash, mais en plus, j'allais avoir la moitié de mon unité de 30 qu'elle tapait, donc vraiment j'allais lui faire 3-4 PV, c'est pas du tout Mhm. assez. Je l'ai relancé pour essayer d'avoir soit une très bonne charge, soit au moins mettre plus de Mortec. Et j'ai fait une charge à 11, donc 12, et j'ai pu charger du coup son unité de Shenraz qui était chez lui, et donc mes 30 Mortec se sont retrouvés sur son objectif à 4 points. C'est ce qui m'a permis de gagner la partie. Et bon, j'ai eu la chance de faire 11, mais le fait d'avoir la relance m'a permis d'avoir ça. Donc voilà, la relance, c'est bien. Ah, je suis d'accord avec toi, On là. peut l'avoir. La phase de charge, c'est un point critique dans les déroulés des parties d'AOS, et en ce moment, moi, j'en fais pas mal les frais, parce que je foire un nombre de charges, c'est assez hallucinant, et donc je comprends que tu décides de prendre ce triomphe-là, vraiment. Voilà, mais surtout qu'on a tendance, tout le monde aura tous ses charges à un moment donné, mais on en rate tout en ayant accès à la relance des charges. Voilà, c'est Et les ça. Osiark, non. C'est ça qui est. Du coup, on en rate plus que la moyenne. Ouais. C'est un des défauts des Osiark en V3, pas pouvoir relancer les charges. Bon, il l'avait déjà avant ça, donc on a l'habitude. Pas redéployer, c'est très embêtant. C'est encore plus frustrant quand à chaque fois ton adversaire il réfléchit, il dit tiens, alors là je vais finir un 9 de toi, ok. Là, ok. Bon, là, est-ce que tu redéploies? Bah non, Enfin, non, d'accord. je peux pas. Bon, voilà, que des choses comme ça. Hmm. Bah non, je suis au CR, je peux pas. Et Ouais. après, l'adversaire est détendu, il fait sa phase de mouvement Il le fait libéré. différemment. Alors, généralement, quand tu t'en souviens, ça libère, ouais, parce que bah, tu t'arrives à 3, Ceci, tu charges. Pff, voilà. ouais, ceci dit, je râle quand on fait ça, mais j'ai fait aussi un adversaire où je réfléchissais à ses redéploiements et tout, et en fait, il avait plus il avait plus de point de commandement, parce que Katakros était passé par là. Ouais, ça marche aussi. Et Ouais. donc, il pouvait pas non plus. Et bon, j'ai fait la même. D'ailleurs, voilà, bon, Katakros. Bon, je vais faire un point sur Katakros parce qu'il est. J'ai beaucoup aimé le jouer. Il apporte beaucoup de choses à l'armée, il coûte très cher. Enfin, très cher. C'est Bon, quand même un certain budget. Donc, franchement, maintenant, moi, je trouve que maintenant, il est donné pour 420 points Catacrosus, on va scroll. Mais ouais, donner, j'irai pas jusque-là parce qu'en fait, pour ce nombre de points, en général, on s'attend à quelque chose qui tank bien. Alors là, c'est le cas. Mais soit qui va un peu vite, soit qui tape. Et Katakros tape pas tant que ça. En fait, bon, après, il tape mieux que ce que les gens pensent. hmm, Moi, je pense. Mais il fait pas quand même tant que ça. Il est très lent, il bouge de 4, hein, et c'est pas beaucoup. Il a pas les bonus à la charge. Et par contre, il apporte tellement de choses. ouais. Voilà, bon là, on l'a déjà dit, le plus 1 en sauvegarde, le plus 1 pour toucher, alors c'est quasiment sur toute la table, hein, parce que quand il a son Prime Necrophoros, donc c'est l'espèce de grande bannière, c'est 36 pas, hein, son aura. C'est très confortable. Même quand il a plus, c'est 18. Ça, en général, ça se passe bien. Mais surtout, il peut désigner en début de phase de commandement, enfin de phase de héros, il peut désigner n'importe quelle unité sur la table, n'importe où, et elle aura -1 pour toucher jusqu'à la prochaine phase de héros. Donc bon, Hmm, ça c'est gratuit. Alors ça en général, il l'a pas très longtemps par contre, parce qu'il suffit qu'il perde 2 points de vie pour perdre ouais. le, le Prime comment il s'appelle lui? Je sais pas. Le Gnosis Scrollbearer. Voilà, D'accord. c'est Ouais. le petit mec qui porte le Ouais. parchemin. Ouais, ils ont tous des petits noms. Ouais, bah, Catacross se prenait avec son administration, et plus vous C'est ça. tuez ses fonctionnaires, plus il s'énerve. Je pense que vous pouvez vous amuser. Moi, je me suis amusé à tous les aimanter. Et du coup, à chaque fois qu'ils perdent des bonhommes, Ah, je c'est les enlève. incroyable Comme ça. ça, c'est plus clair. Pas tant que ça, parce que les gens savent pas ce qu'ils font de toute Non, façon. non, Donc, mais... ils savent pas qui fait quoi. Mais c'est marrant de voir qu'ils perdent des bonhommes. Et après, quand ils voient Catacross tout seul, ils disent ah, c'est là qu'il tape fort. Hmm. Ouais, en général, oui.
Katakros, il fait mal Et quand même. Katakros fait mal, mais il a besoin de mettre +1 pour plus une attaque. Le plus une attaque sur Katakros fait vraiment beaucoup de différence. En fait, Katakros, il y a beaucoup. C'est comme des Mortec Guard en fait. Il fait beaucoup d'attaques, dégâts 1, -1, dégâts 1. De base, il en fait 12 en fait. Tous ces petits acolytes font. Il y en a un qui en fait 6, deux qui en font 3, et un qui en fait 1, donc ça fait même 13 quand on sait compter. Euh, et donc ça fait 13 attaques, mais eux ils touchent à 3 et ils blessent à 3 eux. Et il y en a la moitié qui sont en arme de Nadiri, donc ils peuvent exploser aussi. Et Katakros, lui, par contre, ne fait qu'une seule attaque de sa lance. Bon, sa lance, par contre, c'est -3, dégâts 3, hein. Hmm. Il rigole pas, il a qu'une seule attaque. Par contre, avec le. Comment ça s'appelle Eternal Duty, je crois. Bah, le +1, plus une attaque donnée Ouais, par plus les tu te... lignes et Ouais, donc par c'est ça. Katakros. Katakros aussi, là. Bah, vu qu'il a beaucoup de profil d'attaque, donc lui déjà sa lance passe à 2 attaques. Ça paraît pas grand chose, mais ça fait beaucoup. Et tous les petits bonhommes gagnent une attaque chacun, ça fait 4 attaques en plus. Ça commence à faire quelques attaques. Bon, j'ai déjà dit, on le joue pas pour ses dégâts, hein, c'est pas non plus incroyable, mais toujours la même game avec Nagash. Nagash a perdu en 1 contre 1 contre Ouais, Katakros. parce que Katakros, il fait pas mal au début, parce qu'il a des... En fait, Katakros, c'est un Scarbrand utilitaire, parce qu'en gros, au début, il a plein d'aptitudes qui sont cool, qui donnent plein de bonus, et puis à la fin, il se lève, et puis il sèche un truc. Voilà, en fait, il a quelques attitudes innées, quelques-unes qui sont apportées par comment dire ça, sa suite. Certains juste améliorent ses capacités, comme le Prime Necrophoros qui juste augmente l'aura de Katakros. Mais par contre, tous les petits servants donc, font des attaques. Donc à force que les servants meurent, il perd ces attaques-là. En fait, c'est marrant parce que c'est un peu aussi comme un. Comment ça s'appelle une Mangler Squig. C'est-à-dire au Ah, début, ouais. alors, Katakros tape quasiment pas, mais tous ces petits bonhommes font quand même pas mal de petites attaques. Ça fait quand même des dégâts. Au fur et à mesure que la suite meurt, donc il perd ces attaques-là et lui, il en gagne pas tellement. Et par contre, une fois qu'il a perdu encore quelques HP, lui, là, il commence à taper plein potentiel. Et là, on retrouve un Katakros, enfin, on le trouve même, un Katakros qui commence à taper très très fort parce qu'il a un bouclier qui va faire 2 attaques, qui peut faire des mortels, s'il fait des 6, il fait 2 mortels cash. Et surtout, il passe à 4 attaques à la lance. Et la lance, elle rigole 0. Non, je suis d'accord. Et, euh, et donc voilà, le point, en fait, ce sur quoi je voulais arriver en parlant de Katakros au départ, donc on a fait pas mal de digressions, c'est un des suivants de Katakros, c'est la vieille Spy Master, je vais y arriver. C'est le petit mec avec le pigeon, en fait. C'est voilà, le pigeonnier. Il envoie des messages, tout ça. Et en fait, il pique les messages adverses. Et quand ça se traduit en jeu, il peut prendre des points de commandement à l'adversaire. En fait, à chaque fois que l'adversaire, une fois par tour, chaque fois que l'adversaire va générer un point de commandement, donc en V3, du coup, c'est mieux, puisqu'on le fait à chaque phase de héros, s'il a son général. Sur 4+, il va perdre ce point de commandement. Donc en fait, on a une possibilité par tour de lui prendre un point de commandement. Et la façon dont ça marche en général, c'est qu'il y a des fois, il va pas le faire pendant 2, 3 tours d'affilée. Et il y a plusieurs parties, c'est une partie sur 2 à peu près, où il y a un tour crucial, typiquement un tour 2 ou un tour 3, où il va le faire 2 fois d'affilée. Et l'adversaire doit faire son tour le plus important avec 2 PC en moins. Et C'est souvent, dur. ça fait une différence colossale. Hmm. Il y a des armées même qui ne peuvent pas jouer. Bah, pour parler par exemple de Seb en Korn, qui était passé il n'y a pas très longtemps, Korn, quand ils ont 2 PC en moins, ça commence à être très compliqué, hein. Ah bah oui, parce que Korn, il leur faut au moins 2 PC pour fonctionner, ça veut dire que derrière, t'as pas d'aptitude de commandement pour fiabiliser tes autres actions. C'est ça. Même des fois, ça leur casse complètement la mécanique. Il peut pas, soit il a besoin de faire par exemple une course à 6, puis paline à 6, puis double paline. C'est pas Bah, possible, quand ouais. il a 15 PC, il pourra soit pas faire le paline à 6, enfin il peut en faire qu'un, ça fait pas assez en général. Hmm. Mais même des armées qui comptent pas spécialement dessus, quand tu joues avec 1 ou 100 PC, bah, tu peux pas relancer ta charge, tu peux pas redeploy, tu peux pas mettre d'appuyer en save, enfin, tu fais beaucoup moins de choses et ça a un énorme impact. Je pense que c'est l'aptitude la plus forte de Katakros et c'est aussi celle qui a tendance à énerver le plus l'adversaire. Donc en fait, c'est un double impact. C'est intéressant. C'est très énervant de jouer Non, des PC. ouais, l'adversaire en général est assez frustré quand il a pas ses PC et des fois, bon, c'est pas si souvent, hein, mais ça peut l'amener à faire quelques petites bêtises des fois. Hmm. Mais voilà, Katakros, et puis bon, moi la figurine, j'adore, il est incroyable. Donc Ouais, c'est bon, si formidable. vous avez l'occasion d'essayer Katakros, n'hésitez pas, il est cool. Par contre, vu que quand même il coûte des points, que les Ossiards coûtent des points, quand on joue Katakros, il faut pas, je pense qu'il faut pas le jouer caché derrière ses unités.
à juste donner des ordres et donner des buffs. Il faut pas hésiter à l'envoyer au front, à utiliser ses 20 points de vie, à le faire tanker et à le faire taper. Parce Ouais. que sinon, on n'a pas assez en fait pour faire du travail sur la table. Il doit aller au charbon et faire sa part, Non, très à mon clairement, avis. puis de toute manière, l'unité, il suffit de lire le War Scroll pour comprendre qu'elle est designée pour être utilisée de cette façon-là, en fait. C'est ça. Ouais. Enfin, les 20 points de vie, s'il en prend 0, c'est bon. Soit l'adversaire l'a pas tapé, il a focus autre chose, ça, ok. Mais profitez-en quoi. Mais mettez-le menaçant, qu'il aille taper, que l'adversaire il ait des choix à faire. Parce que, par contre, juste pour rester derrière à donner des aptitudes, il est trop cher. Et de toute façon, vous n'aurez pas assez sur la table pour faire des choses. Parce qu'en OCR, en fait, vous avez peu d'unités enfin, de menaces vraiment sur la table. Vous avez pas ou peu de cordons. Vous pouvez utiliser par exemple une unité de 10 ou 20 Mortec en cordon. Bon, ça embête un peu quand on le fait, mais des fois, on n'a pas le choix. Mais voilà, vous avez peu alors, de points de menace sur la table. En gros, vous avez une unité de 30, une unité de 20 et basta. Hein. Après, c'est pour ça que Catacross il est obligé d'aller faire des choses. Pendant qu'il y a une unité de 20 ou de 30 qui va essayer d'aller mettre la pression chez l'adversaire, entre-temps, vous en aurez une des deux qui aura été détruite, bah, vous avez besoin que quelqu'un bosse chez vous pour défendre un de vos objectifs ou des choses comme ça. Enfin voilà, Catacross il doit mettre la main à la pâte. Même Ouais. s'il aime pas trop, il faut Non, le forcer un peu. c'est jamais évident, ça fait partie de ces unités qui sont des totems d'assaut, donc il faut à la fois aller jouer totem et à la fois d'assaut, et c'est pas forcément facile de savoir à quel moment il faut attaquer, et à quel moment il faut savoir se préserver pour les bonus, parce que en cas de mauvais jugement, c'est compliqué. C'est ça. Effectivement, on peut pas non plus le mettre frontal droit devant et qu'il se fasse one shot parce qu'il peut. Hein. Mais souvent, je veux dire, ça, son relatif petit socle. Il a un gros socle, mais par rapport à l'empreinte qu'on a avec nos unités, donc 20 ou 30 Mortex, c'est gros, il y a largement la place pour mettre tout ce qu'on veut dessus, si on veut taper dessus. Catacross, par exemple, si on l'insère à côté d'unités de Mortec ou entre deux unités de Mortec, bon, il y a quand même pas énormément de place pour mettre des attaquants dessus. Donc on peut pas mettre autant d'attaques qu'on veut. Il tank la plupart des personnages du jeu. En une phase, je veux dire, il va pas se faire one shot. Et derrière, entre sa save, souvent renforcé avec son aptitude, on peut lui mettre, il a la vulnérable de mort-vivant, mais on peut mettre aussi l'aptitude du Bone Shaper, l'artefact, la Load of Saturation. Donc avec un sensible à 5, il est très très bien. Et puis il bénéficie de l'heure de gloire. Hein. Et sous heure de gloire, Ah oui. Catacross. Et du coup, tous ces petits bonhommes aussi qui blessent à 3, blessent à 2, sous heure de gloire. Il est très intéressant en heure de gloire. Et bien sûr, après, hors combat, il peut régénérer avec commandement 10, comme la plupart de la death. Et puis lui-même redonne 3 points de vie à des unités à 24 pas. Et donc, lui, il est toujours à portée, donc il va en bénéficier tout le temps. Donc, en fait, c'est un petit peu comme un Nagash. Il faut qu'il aille se battre. Il va tanker un peu avec sa save, avec ses points de vie, et il va en plus se re-heal derrière. Quoi. Une partie de son tanking, c'est les soins qu'il va s'apporter Ah, derrière. Catacross, il peut se soigner très très vite, parce que je faisais le calcul, mais t'as tes aptitudes de rip-hop, mais en plus d'avoir l'action héroïque, alors, de mémoire, ça marche avec tout le monde, mais tu peux faire l'aptitude comme au cercle pour te soigner. Alors, je l'ai pas utilisée dans le tournoi. Elle est compliquée à Ouais. utiliser, mais de mémoire, je crois que ce n'est que pour remettre des figurines. Hmm. Je crois pas qu'on puisse. Euh, J'ai les feuilles quelque part là, mais je sais pas où elles sont exactement. Je crois qu'elles sont rangées dans mon bouquin. J'ai jeté Tiens, un coup d'œil. attends, on va regarder. Ouais, donc on a vérifié. Voilà. Donc, alors, Tu avais raison. c'est l'aptitude de Mix. commandement du White Dwarf, pour bien comprendre. Les Osiarques, au début, il avait 3, ils avaient pas une aptitude de commandement. Ils savaient pas attaquer en règle, défense en règle, donc avec le White Dwarf, ils ont eu d'autres choses qui ont des équivalents, et donc là, c'est l'équivalent du ralliement qui vous permet de vous soigner ou de faire revenir des figurines. Donc c'est des 3 figurines, vous n'êtes pas engagé au corps à corps. Exactement. Alors, ça faut pas être engagé. Et en fait, le gros problème, ce qui fait moi en tout cas, j'utilise peu. Peut-être certains va mieux l'utiliser que moi. C'est qu'elle se fait en fin de phase de mouvement si Mhm. on n'a pas bougé. Et rater une phase de mouvement en no cercle, c'est très cher. Très Ouais. très cher. C'est pour ça que moi j'ai pas eu l'occasion de la faire, mais ça existe effectivement. Il se soigne beaucoup, donc il peut faire Heroic Recovery, l'aptitude du White Dwarf, se soigner de 3 lui-même, soigner de 3 éventuellement avec un Arcane, ou moi dans ma liste avec un Bone Shaper. Oui, il y a beaucoup de soins disponibles. On peut également jouer, si on a les points, un Emerald Lifestorm qui marche assez bien en cercle. Ah ouais, Bon, souvent on le voit pas parce que le budget est limité hein, et qu'on n'a pas forcément les lanceurs de sorts pour. Il faudrait Arcane, mais là c'est encore plus limité. Mais ça reste une bonne option. ouais, mais du coup, tu joues plein de heal, et tu peux jouer Crématorian full rip-hop. Eh oui. Eh oui, mais ça ne marche pas. Mais Je suis sûr qu'il y a un potentiel, ça a l'air incroyable.
Ça a l'air, ça a l'air. Non, par contre, c'est très très drôle. Si vous jouez une partie un peu plus tranquille, franchement, c'est vraiment très drôle. Mais par contre, c'est une Je vous conseille. armée uniquement jouée par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. C'est ça. Surtout des ceintures d'explosifs. Ouais. Voilà. Et donc, pour continuer un petit peu sur le White Dwarf, on a eu donc les actions héroïques, donc qui sont excellentes, donc surtout Ouais. celles qui me permettent de pas dissiper. Là, tu as parlé des nouvelles aptitudes de commandement qu'on avait, donc celle-là est plutôt bien. En fait, les deux aptitudes qu'on a eues en plus, celle-là, donc l'effet est cool, mais voilà, c'est dur à utiliser à cause du fait qu'on doit faire bouger. L'autre, c'est un petit peu pareil, en fait. Dans l'esprit, c'est intéressant. En fait, ça permet de combattre un peu avec ce qu'ils ont donné à d'autres factions Death. Je crois que c'est en Soul Black qu'ils ont donné ça. Où une fois qu'on a en gros un héros support qui combat, on peut utiliser l'aptitude pour qu'une unité combat tout de suite après lui. Sauf que le problème, c'est que c'est le héros qui va donner l'aptitude, Ouais. donc il peut pas utiliser d'autres aptitudes de commandement, et l'unité qui reçoit l'aptitude. Mais ouais, non, c'est trop dur. Et ce que ça veut dire, c'est que souvent, c'est en une aptitude qui est un peu moyenne, on crame deux unités qui pourraient avoir des aptitudes. Euh, et voilà, c'est ce qui fait que pareil, c'est très très compliqué à utiliser, très très situationnel. En fait, t'as le choix entre ça ou raid-1 en plus ou relancer les saves. Franchement, le choix, il est vite fait, je pense. Et on peut même pas combiner attaquer tout de suite après et, comme tu dis, le Rn-1 ou plus une attaque, puisque c'est Mm. l'unité qui reçoit l'aptitude. Alors par contre, petit détail, le personnage et l'unité n'ont pas besoin d'être à côté, hein, ça peut être n'importe où sur la table. On peut avoir Katakros qui attaque, qui utilise l'aptitude et qui fait taper une unité de Mortec à l'autre bout de la table. Ouais. Donc ça a quelques applications, mais c'est assez marginal. Et en revanche, par contre, ce qu'on a gagné qui est, à mon sens, vraiment très très fort, parce que pour moi, c'est le cœur de la V3, donc c'est les tactiques de bataille. Et on en a des très 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 bien. Notamment une qui s'utilise dans n'importe quelle armée Osiark, qui nous demande de sélectionner un héros ou un monstre et de le détruire. Donc là où c'est très fort, c'est que ça permet de faire 2 fois tuer un monstre, par exemple. Ouais, c'est clairement mise à mort. Euh, et ce qui est très fort, c'est qu'on peut choisir un héros, pas forcément le général. Et ça peut être un petit héros. Et moi, par exemple, comme je jouais 2 catapultes, j'aimais beaucoup faire ça sur des petits persos qui ont 5 points de vie. C'est très bien. Ça marche très très bien. Et on a en plus un petit bonus, pour moi je l'utilisais pas. Si c'est un Gothizar Harvester qui détruit l'unité, on a un point bonus. Donc c'est pas un monstre, c'est un Gothizar. Bon, alors ça, c'est plus situationnel parce que le Gothizar, c'est plus difficile à utiliser pour aller tuer des choses, même si bon, il a tendance à aller se battre quand même. Mais juste le fait de pouvoir sélectionner soit une deuxième fois un monstre, soit juste en fait, sélectionner un personnage, moi je trouve ça vraiment très puissant. Mhm. Avoir des tactiques réalisables en plus, c'est vraiment puissant, je pense, en V3. C'est d'ailleurs un des défauts de la liste que je présente ce soir. J'y reviendrai un peu plus tard. Et on a gagné. Alors, il y en a deux qui sont plus situationnels. Il y en a une qui se fait avec des Cavalos Death Rider. Moi, j'en ai pas dans la liste, mais quand vous en avez, elle est pas très très compliquée à faire. Euh, et une qui demande d'utiliser euh, l'aptitude pour regagner des figurines ou des points de vie. Là où, pareil, elle est difficile à utiliser, c'est qu'il faut le faire 2 fois. Donc, il faut que 2 unités sacrifient leur phase de mouvement et regagnent des figurines. Et il faut spécifiquement qu'elles regagnent des figurines. Ouais. Donc on peut pas le faire sur une unité qui est full et on peut pas le faire non plus sur un personnage qui a perdu des points de vie. Il faut vraiment qu'il y ait 2 unités qui regagnent des figurines. Donc même si en plus on le fait sur par exemple une unité de Cavalos qui aurait perdu 1 ou 2 points de vie et qu'on se soigne, du coup on va juste soigner les points de vie, on va pas remettre une figurine, et ben la tactique marche pas. Donc elle est difficile à utiliser. Bah, en fait, c'est une tactique qui. En fait, c'est du win-more. Pardon, excusez-moi. C'est une tactique qui vous sert. Enfin, si vous pouvez la faire, c'est que vous avez déjà gagné. Parce que si vous Souvent, pouvez c'est le laisser cas. 2 Osiark pas bouger et utiliser vos points de discipline pour ça, vous avez déjà gagné. Donc c'est bien dans les tournois où vous avez un différentiel pour creuser le différentiel, mais c'est pas la tactique de bataille qui va vous faire renverser le scoring d'une partie, à la différence de la première, parce que la première c'est tuer un héros ou un monstre. Si vous tuez un monstre, vous marquez 2 points. Si vous tuez un monstre avec un Gothizar, vous marquez 3 points. Vu que vous avez tué un monstre, vous marquez 4 points. Et si jamais vous tuez un monstre qui est une unité prédatrice, vu que vous êtes Prime Hunter, vous marquez un point supplémentaire par rapport à ce monstre-là. Et Et oui, ça parce commence à que faire beaucoup de points. Et si vous tuez une Mokrocha avec un Gothizar, bon, hypothétique, hein. Attention, écoute, c'est ça pas. pour toi, hein. Mais si ça passe, parce que le Gothizar, quand même, il tape un peu fort, s'il y avait une Mokrocha affaiblie qui traîne, machin, donc vous lui arrivez dessus, à Mokrocha, et vous marquez 7 points. Et oui. Et 7 Et là points, on est bien. c'est. Bah, 7 points, il y a des scénarios où c'est 2 tours, 2 primaires.
C'est beaucoup 7 points. C'est Mmh. vrai qu'on n'a pas parlé de data slate, mais les Ozarks en bénéficient beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est très, très bien. Ils étaient déjà pas si mal. Là, je pense que alors bon, ça va pas être non plus top méta, hein, mais il y a vraiment, on peut vraiment s'amuser en Ozarks et enfin, en tout cas, il y a des matchs, hein. Non, parce que il y a des armées Prime Hunter où c'est un peu de la charité. Alors, c'est pour dire: «Écoute, voilà, ton armée en ce moment, elle est pas au top de sa forme, on va te donner des capacités de scorer un peu mieux pour que tu puisses renverser certains match-up». Sauf qu'Ossiark, c'est pas une armée qui est dans ce cas-là. Ossiark, c'est une armée qui est déjà pas mal. Donc le fait de gagner des points en plus, c'est très, très bien. C'est l'armée qui va vraiment bénéficier de plus. C'est un peu à la limite, mais en fait, c'est tout l'inverse de, comme tu dis, une armée où ce serait la charité, donc tu dis que même avec ça, bon, ça va être un peu dur. C'est Au ça. Cercle, c'est l'inverse, donc pas forcément beaucoup besoin. Enfin, ils sont middle tier plus, mais par contre, du coup, avec ça, moi j'avais fait une partie contre Stormcast Full Dragon avec, alors c'était pas cette liste-là spécifiquement, mais en Osiark, et j'avais perdu en fait. Bon, la partie était très serrée, mais j'avais quand même perdu parce que bon, c'est pas forcément la meilleure version, mais ça reste déjà solide quand même, Full Dragon. J'avais perdu de 3 points à la grande stratégie Mmh. en fait, parce que bon, il a fini par me tuer l'armée, lui restait au moins un dragon, et j'ai perdu de 3 points. Et bah, là, en l'occurrence, si on avait joué avec la data slate, j'aurais probablement gagné de, j'ai pas fait les calculs, mais de 4 points par exemple, parce Bah, que full dragon, le si jamais il en joue différentiel. s'il en joue 10 et qu'il Ouais, en reste j'en avais tué un paquet quand même. bah, s'il en joue 10 et qu'il reste une unité, tu en as tué 8, tu gagnes de 5 de 4 ou 5 points. Ouais, voilà, donc bon, ça fait quand même une belle différence. Euh, Ouais, et bah, nous, effectivement, on n'a pas d'unités qui vont donner des points en plus. ouais, ça heureusement. Oui, oui, là, quand même, fallait peut-être pas pousser. Et Mais du non, non, la data slate est très très cool pour Osiris. Donc le White Dwarf plus la data slate cumulée, c'est pas mal. Bon, ça enlève pas le fait qu'il y a des armées qui sont difficiles à gérer. Voilà. ouais. Moi, j'ai du mal contre Iron Joe. Alors, j'ai peu joué contre Stormcast, mais je pense que Stormcast, c'est très compliqué. Oui, oui, c'est de toute façon, Stormcast, c'est compliqué pour tout le monde et en plus, Ouais, les voilà, c'est Raptors, pareil pour Osiris, ça ouais. hein. Il y a tout, mais même les Fulminators, en fait, Mmh. Ren-2, c'est déjà bien. En fait, Ren-1, ça passe pas contre l'Osiark. Ren-3, c'est excellent. Ren-2, c'est OK, mais vu Ouais, qu'il y a tellement de dégâts qui passent derrière, en fait, bon, ouais, ouais, c'est radical. ils te font trop mal, quand même, hein. Donc bon, dans le cas, c'est compliqué. Et du coup, par rapport à Alice que tu nous présentes là maintenant avec tes catapultes, parce que tu l'as dit à la méga bâche, tes catapultes finalement, c'était marrant, mais sans plus. Est-ce que, avec ce qu'on vient de dire sur Battle Scroll, qu'est-ce que tu jouerais à la place? Si tu devais les remplacer, tu mettrais quoi? Tu mettrais des Gotizar? Tu mettrais des Necropolis de Alors, Stalker? Comment tu ferais? Ce je serait quoi pense que la l'approche? catapulte, reste bien. Je remplacerai pas les 2 en fait, j'en jouerai qu'une. Je pense qu'une, ça suffit pour le rôle, qu'on lui donne. Un peu de faire peur ou de mettre la pression sur des petits personnages, ou mettre la pression sur des cohésions d'unités en utilisant, le tir spécifique qui permet d'enlever une figurine. Pour moi, le seul intérêt d'avoir 2 catapultes, c'est de pouvoir bénéficier à fond, parce qu'en fait, quand on va jouer des catapultes, on n'aime pas du tout le All Out Defense, parce que la Ouais. catapulte n'a pas de rend, et donc tous les bonus de save sont, c'est un gros problème. Donc en fait, on a tendance à vouloir cibler une unité ou une figurine, souvent un héros. Il va se mettre un All Out Defense, parfois même il y a une heure de gloire. Et donc on est assez embêté. Donc ce qu'on fait avec la catapulte, c'est qu'on va séparer les tirs. Par exemple, il y a 2 personnages qui nous intéressent. Il y a souvent 2 personnages totems. Ouais, il y en a souvent au moins 2 qu'on veut tuer. Et donc on va séparer les tirs. Comme ça, il peut pas me faire All Out Defense sur les 2. Mmh. Euh, donc on a 2 tirs qui vont partir dans la défense, 2 tirs qui vont partir dans une unité qui ne l'a pas. Alors je dis il y a 4 tirs parce que Catacross va tout le temps donner plus une attaque à une des catapultes. L'avantage de la deuxième catapulte, c'est de vraiment capitaliser là-dessus. On va mettre les 3 tirs sur l'unité qui n'a pas reçu le All Out Defense. Voilà, c'est un peu le seul intérêt. Il y a un rendement décroissant sur les 2 catapultes parce que voilà, je dis Catacross va donner plus une attaque, mais il peut le donner qu'une fois, donc il peut pas le donner à la deuxième. Et globalement, c'est quand même beaucoup d'investissement les catapultes pour les dégâts que ça fait. Ça va pas faire tant de dégâts que ça. Et surtout, c'est des dégâts sur lesquels vous ne pouvez pas compter. Vraiment pas. Des fois, elle va tout déchirer. Elle va mettre 10 PV, un truc, c'est inattendu. Et des fois, vous comptez vraiment dessus. Vous mettez, moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai mis mes 7 tirs de catapulte, full buffé, avec des arcanes commandes sur un nécro. Bah, il est pas mort, il a perdu 3 points de vie. Ouais, triste. Voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est encore plus triste quand vous mettez votre tactique dessus. Mais voilà, vous pouvez pas compter sur les catapultes en fait. Par contre, l'adversaire, il doit les prendre en compte. Je sais pas, c'est un peu comme quand on joue contre un buveur de sang of Instant Rage. On sait jamais s'il va faire des 6 ou pas, Ouais. mais on peut pas partir du principe qu'il ne va pas en faire. Les catapultes, c'est un peu le même principe. Moi, j'avais tendance à vouloir protéger mes catapultes au départ.
Et en fait, ça demande beaucoup de ressources parce qu'on peut pas utiliser nos unités à la fois pour prendre la table, aller se battre, tuer des trucs et défendre les catapultes. Mmh. Et en fait, je me suis retrouvé à faire l'inverse, c'est les catapultes qui me protégeaient. Alors j'ai pas fait souvent, mais ça m'est déjà arrivé d'utiliser des catapultes en écran et j'utilise souvent mes catapultes, comme anti-FEP, en arrière-garde Ouais. ou des fois juste pour rester sur un objectif en arrière-garde. En fait, les catapultes, il y a pas besoin de les protéger. L'adversaire va quasiment très rarement les attaquer parce que c'est pas vraiment intéressant. Heu et donc elles font leur vie toutes seules, en fait. Ouais, parce que c'est pas une machine de guerre à 4 PV, hein, la catapulte, hein. Elle a C'est 12 points de costaud, vie. hein. Ouais, c'est très costaud, c'est 12 un points de vie, sauvegarde à 4. Bon après ça tape, pas très bien, hein, c'est 6 attaques, nulles. Mais bon, ça se tue pas comme ça et honnêtement, mettre des ressources pour tuer une catapulte qui va pas faire grand chose, entre, commencer à tuer des Mortec, tout ça, ben, c'est souvent les Mortec qui prennent, hein. C'est rarement la catapulte. Donc les 2 catapultes, elles permettaient, d'éviter de garder, soit un personnage, soit une unité de 10, derrière pour, protéger mes flancs ou des anti-FEP ou des choses comme ça. Ou ouais, voilà. C'est ça, c'était plutôt cool. Mais sinon, voilà, plutôt en jouer qu'une et jouer, je dirais, un Gothizzard quand même. Gothizzard, il a des défauts, mais il est quand même, très, très, très utile. c'est très, 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 très embêtant, un Gothizzard pour En fait, l'adversaire. voilà, il y a certaines armées de tir qui vont vous le déglinguer, vite, hein. De toute façon, Stormcast, pour revenir dessus, vont vous le tuer très, très vite. Mais bon, en fait, qu'il y ait Gothizzard ou pas, ça changera pas grand-chose. Par contre, contre des armées contre lesquelles vous êtes pas mal. En fait, je pense qu'il y a des armées où vous êtes déjà bien, le Gothizzard va vous rendre encore meilleur. Et certaines armées où vous êtes un peu limite. Heu, peut-être peut-être que contre un Honjo, ça peut passer avec un Gothizzard. Ouais. Parce qu'il va avoir une énorme value. Contre toutes ces armées-là qui vont venir se battre, en fait, le Gothizzard est sa valeur, elle est incroyable. Enfin, entre le tanking qu'il a, et mine de rien, parce que pareil, je pense que c'est un peu comme Katakros, il faut pas le garder tout le temps derrière, il faut qu'il aille se battre aussi, il faut qu'il fasse sa part du boulot. Parce qu'il tape quand même assez fort, il a une dizaine d'attaques, il y en a 6 qui font raid -2, dégâts 2 et qui font des mortels et encore d'autres qui font, dégâts 2 mais avec moins de raid. Enfin bon, il tape quand même assez fort. Son problème, c'est le tanking, hein, 10 PV, save à 4, Ouais. c'est pas beaucoup pour 215 points. Le gros avantage du Gothizzard, qui m'a manqué moi dans ma liste et l'avantage qu'il a par rapport à une catapulte, c'est qu'il a le mot-clé, monstre. Donc au-delà de compter, ben, de tous les avantages classiques des monstres, compter 5, avoir +1 sur certaines tactiques, tout ça, c'est de débloquer, hem, Monstre accapareur. monstre accapareur. Ouais, Voilà. Moi, j'avais pas monstre accapareur c'est et il y a dur, hein. des tours, il y a toujours un tour où c'est un peu compliqué, soit c'est dur d'aller déloger l'adversaire, on a déjà fait des tactiques un peu faciles ou alors c'est un scénario où les tactiques sont un petit peu difficiles au début, tout ça. Il y a toujours un tour où on se sauve en faisant un monstre accapareur Ouais, c'est clairement pour le tour à et blanc, qui monstre est facile accapareur. à faire et qui est gratuite et moi je l'avais pas dans la liste et ça c'était un gros manque. Donc je pense rien que pour ça, le Gothizzard est très important. On peut le faire en jouant Arcane, donc l'un ou l'autre et quand on joue les 2, ce qui est très bien, c'est que non seulement on peut faire monstre accapareur, mais on peut aussi, on peut plus facilement débloquer des, fers de lance sauvage. Bon, c'est pas forcément évident en Osiark, mais sur le fin de game, on peut le faire, avec 2 monstres et on peut aussi faire ce qu'on va souvent faire en premier tour parce que je vais revenir à un autre défaut d'Osiark, c'est de pas pouvoir jouer, en une pause, à mon sens. Ouais. Donc on va souvent avoir, le premier tour, parce que l'adversaire va souvent nous laisser commencer parce que de toute façon on va pas vite, on va pas l'agresser, voilà. Heu, on va faire donc courir avec 3 unités, l'avance féroce et on peut le faire avec 3 monstres si on a le Gothizzard et Arcane en lançant, une métamorphose Oui. que Arcane, lance, facilement d'ailleurs, sur, par exemple, bah, n'importe, un Catacross ou si vous jouez sans Catacross, c'est un petit personnage et donc on peut pas faire monstre accapareur si on n'a pas de monstre dans la liste, même avec métamorphose puisque au moment où on dévoile la tactique, on doit choisir un monstre et on dévoile la tactique avant de lancer des sorts. Donc en fait, on n'a pas encore lancé métamorphose quand on doit choisir le monstre et on peut pas faire monstre accapareur si on n'en a pas dans la liste et voilà donc juste pour ça, le Gothizzard est très, très bon. Ouais, le Gothizzard, en fait, il bloque plein de trucs, il donne des points bonus pour la tactique de bataille, il a sa tactique à lui en Osiark, et il te permet de faire en sorte que les Mortec, sur une offensive où ils doivent mourir statistiquement à la base, bah, ils meurent plus. Donc du coup, bah, ils sont là, ils contrôlent l'objectif, ils font des attaques, ils reviennent avec le soin derrière, et donc du coup, t'es beaucoup plus résilient. C'est ça et avec le Gothizzard, alors vous pouvez le faire aussi avec le repop, donné par Catacross et tout, mais en fait, vous pouvez faire plein de choses bizarres avec la protection du Gothizzard parce qu'en fait, c'est pas justement, c'est pas une protection.
c'est que vous pouvez enlever des figurines donc à 6 pas du Gothisar ou ouais, C'est 3 pouces, c'est 3 c'est pouces. 3 pouces. En fait, je sais plus si les 2 c'était 3 ou pas. Bon bref, à 3 pas du Gothisar, mais vous êtes pas obligé de les remettre à l'endroit où ils étaient. Donc en fait, vous pouvez un petit peu, bidouiller, le positionnement de vos unités, pour, vous arranger. Et vous pouvez aussi, si des Gothisar meurent, des Mortec meurent par exemple à 3 pas du Gothisar, remettre des points de vie à une autre unité Ouais, à 3 pas du Gothisar. Donc oui. par exemple, moi j'ai fait, il y avait des Mortec qui se tuaient à côté du Gothisar et ils ont redonné des points de vie à Katakos qui se battait contre Mokosha à côté. On pouvait faire plein de alors c'est difficile en termes de placement parce que c'est 3 pouces, hein, mais vous pouvez faire plein de petits trucs, bizarres comme ça et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas joué de Gothisar à la méga bash, c'est qu'en fait, il y a plein de soucis de règles, en fait, avec le Gothisar. Oui. Tu dois le savoir mieux que moi, Oh, mais c'est c'est l'enfer. assez pénible à jouer et vu que je savais pas trop comment ça allait être géré, comment moi j'allais m'entendre avec mon adversaire sur comment on le joue et tout, j'ai pas voulu m'embêter, en fait, Après, vraiment, c'était généralement, tant que tu joues pas Gothisar Nagash, il y a pas de il y a un consensus. ouais, voilà, bon, moi j'ai pas voulu m'embêter, franchement, c'était vraiment en mode, Ouais, pas de prise de tant tête, que t'essayes pas cette petite arnaque qui est débattable avec ouais, mais il y a cacher le toujours des Gothisar. débats sur en fait, à quel moment la figurine meurt, à quel Ouais, moment on la retire, le séquençage exact est vraiment pas clair dans c'est les long. règles C'est et il long y à a faire, hein. aussi, est-ce que, par exemple, s'il y a une unité de 20 à côté du Gothisar, mais que les 20 se font tuer d'un coup, est-ce qu'on peut utiliser le Gothisar ou pas? Enfin, il y a plein de points flous donc En fait, ça, c'est des séquences qui sont toujours un peu longues à faire. Si jamais l'adversaire il comprend pas ou qu'il comprend différemment, faut en discuter, ça prend du temps, machin. Donc ouais, ouais, voilà, c'est ça et puis, du coup, est-ce que les attaques, est-ce qu'on les fait OK, on les fait, une par une, mais est-ce qu'elles sont vraiment séquencées? Est-ce qu'elles sont en même temps dans les règles? Est-ce que enfin, c'est pas très clair. Le mieux avec le Gothisar, je pense, c'est, sur les points particuliers, c'est de voir avec l'orga, voir comment eux statuent, comment ils le jouent et oui. comme ça, au moins, quand vous voyez avec vos adversaires, on dit: «Bah, écoutez, moi, je l'orga m'a dit: "On peut le jouer comme ça", donc je joue comme ça. Est-ce que ça te va?» Voilà. Ouais. En fait, normalement, ce qui doit se passer, le cotiseur, c'est que tu retires tes figurines à l'allocation des blessures. Donc, a priori, toutes les attaques ont été terminées. Et donc, quand tu retires ton Vortex, tu lances un dé. Donc, c'est un peu long, hein. Normalement, tu lances les dés plusieurs. Ce que je vois souvent, c'est que les gens, enfin les joueurs, lancent les dés en même temps. T'as perdu 10 Vortex, tu lances tes 10 dés, Mmh. t'en as 3 plus, t'en enlèves 10, t'en mets 5, machin. Donc, normalement, en fait, tu retires, tu retires, tu lances, mais c'est un peu long. Euh, donc, ouais, c'est toujours. C'est un peu long, puis par exemple, est-ce que tu peux une que tu retires, tu as réussi le 4+ du cotisard, du coup, tu remets une figurine, est-ce que tu la remets en même temps? Et du coup, si tu la remets en même temps, est-ce qu'elle peut re de nouveau bénéficier du cotisard? Moi, je dirais que non parce que ça se fait avant, mais enfin, il y a plein de points flous, Ouais, enfin, c'est non, mais oui, un c'est peu toujours des trucs, ça prend si du si on temps à cherche la expliquer en petite bête, le plus. cotisard, il est un peu pénible à Oui. jouer, je trouve. Ouais, Bon, ça n'enlève rien à ses qualités, mais voilà. en fait, Ce serait bien qu'il soit un petit peu clair, Games, en s'il vous plaît. fait, non, c'est juste que comme la séquence est disruptive, elle est abusive. Enfin, elle est pas abusive, mais on peut en abuser. Donc, ouais, Ouais, c'est voilà. toujours un peu long, hein. Donc voilà, donc le cotisard est bien. Dans les choses qu'on peut jouer, en Osiark, moi j'avais joué, vous pouvez jouer moins de Mortec, mettre un petit peu de Cavalos. Alors bon, moi c'est surtout parce que j'aime bien les Ouais. figurines. Est-ce que Ils ont un certain intérêt. tu les jouerais, les Stalkers, toi? Les Stalkers, alors j'en ai 2 unités, je Ouais, les adore, ouais, mais c'est non, incroyable. franchement les Stalkers c'est pas en fait, il y a pour le nombre de points, il y a tout déjà on n'a pas la place et en Ouais. fait, il y a tout qui fait mieux, pour le même prix, même dans le même rôle, tout est mieux. Par exemple, dans un rôle un petit peu similaire, je préfère largement des Morghast que des Stalkers. Les Morghast sont moi Hmm. je les aime bien. Bon, c'est un petit peu dur de les caser, mais ils sont vraiment pas mal, ça fait une petite unité. Moi j'aime bien les jouer par 2, une petite unité qui peut un peu se projeter, passer derrière pour, piquer des objectifs, faire un fer de lance, mettre la pression sur un petit personnage. Enfin voilà, leur vitesse est vraiment intéressante en Osiark, on en a pas beaucoup. Ouais, on a tendance à les oublier parce que c'est à la base une unité Légion de Nagash qui s'est retrouvée là parce qu'ils ressemblaient à des Ossiarks ou qu'ils avaient prévu le projet, je sais pas, mais bon, là, ils se sont retrouvés, Mmh, ils ont déménagé, un peu comme Arcane, qui après s'être fait c'est ça. licencier par Eltarion, s'est retrouvé chez les Ossiarks. Ouais, ils sont bien chez les Osiark, hein, Non, franchement, elle est très très bien. Bah, ah ouais, les Morghast sont alors pareil, ils sont pas très fiables, ils ont peu d'attaques, mais ils ont accès à de la reine -2 quand même, hmm. c'est pas mal du tout. Et bah, ils ont mouvement 9 avec le vol, il y a peu de vol en Osiark, pour bah, il y a Arcane, j'allais dire pour pas dire pas, mais si, il y a quand même Arcane. Ils peuvent monter à mouvement 12 et surtout ils chargent à 3d6. Ouais, Ça donne vraiment une bonne projection. en fait, si vous Après, ils voulez. sont un peu Ouais, limités non plus, ils ont pas des tonnes de PV, voilà, c'est 200 points les 12 PV quasiment. ouais, Ça y va 4, c'est pas incroyable, mais ils font du petit travail. C'est juste en fait, tout coûte tellement cher et qu'on a besoin d'un Hmm. certain noyau dur, on a
on a besoin d'une base solide de Mortec qui coûte très cher. On a des personnages qui sont très bons, qui vont nous coûter très cher. Arcane, Catacross par exemple. Et des pièces essentielles. Donc, alors la kata, peut-être pas forcément, mais le Gothisar, par exemple, qui coûte aussi ses 200 points. Une fois qu'on a mis tout ça, il nous reste 200 points. Voilà, et on peut mettre une unité en plus. Donc voilà, faut faire des choix. C'est le cas pour tout le monde, mais c'est vraiment très vrai pour les Osiris. Non, c'est des unités qui font partie des unités qui sont presque bien, et tu n'as pas le luxe de remplacer Dimortec. En plus, ils sont pas les Morgas de mémoire, donc tu n'as pas le luxe de remplacer Non, ils Dimortec, sont pas liés. sachant que tu rentres tout juste dans tes frais quand tu joues sur Mortec pour jouer des choses qui vont se faire ravager par n'importe quelle unité de tir de la V3. C'est ça. Non, en ligne, on a que les Mortec Guard et les Chaos Death Rider. Mm. Moi, des fois, je joue 2x20 Mortec et 5 Cavalos. Les Cavalos sont pas mal, donc ils vont quand même beaucoup plus vite, ils tapent correctement, même si c'est pas incroyable, hein. Mais le fait de pas avoir accès à la reroll des saves, C'est dur, on mais sent bon. quand même la différence en termes de tanking. Là, ils ont accès, ils nous débloquent quand même la petite tactique qui est faisable, c'est intéressant. Bon, après, ça change pas la partie, hein. Non, c'est très rare de C'est pouvoir la faire, hein. En fait, on se retrouve souvent avec il nous reste 200 points à remplir dans la liste. Et on se dit, si je mets des Mortec, ça coûte 140, il me reste 60 points, qu'est-ce que je vais faire de ces 60 points? En fait, il y a quand même pas mal de façons de les utiliser. Mm. Un sort persistant, même si les sorts persistants au cercle ont beaucoup monté en points avec la V3, et donc ils rentrent plus avec 60 points. On peut mettre, il y en a d'autres qui sont utiles. Moi, j'avais parlé de la Life Storm par exemple, il y en a d'autres qui sont intéressants. Sinon, on se fait vraiment un triomphe, un bon triomphe. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup, mais Ouais. pourquoi pas. Mais sinon, il y a pas grand-chose d'autre à mettre, donc on se dit, autant utiliser ces points et mettre des Cavaliers Strider, par exemple, qui coûtent 190, ou diviser les Mortec pour mettre des Morghast. Ça finit souvent comme ça, les listes. Ouais, parce que les Ossarks, voilà, ils ont pas d'alliés. Tu vas clairement pas jouer un géant mercenaire. Ah! Peut-être que il y aura un créneau pour l'incarné de Gur, on verra dans quelques semaines quand il sortira. Je pense que c'est pas si mauvais un genre Ouais, mercenaire. Mais bon, enfin, c'est. quelques Alors, je suis pas tout à fait sûr en termes de règles, mais je crois qu'il peut pas utiliser non plus d'aptitude générique. Il peut pas utiliser d'aptitude au cirque. Non, il peut Et pas. je crois pas qu'il ait quand même de points de commandement. En fait, je crois qu'on n'a pas du tout de points de commandement pour utiliser sur lui, en fait. C'est un peu bizarre. À vrai dire, je me suis pas trop posé sur la question parce que je l'ai joué une fois en campagne et ça m'importait peu Non, qu'il y ait voilà, accès ou c'est. pas, donc j'ai joué sans. Et je me suis pas trop posé la question. Mais mine de rien, il apporte, vu qu'on joue le Gatebreaker, Oui, on a le bon, quoi. c'est Donc ça. il met des patates. Bon, après, on a plus que des Mortec et quelques persos. Mais par exemple, moi, à la place de 2 catapultes, j'enlève mes 2 catapultes et 10 Mortec. Donc je joue, je sais pas, à 20-20-10 par exemple. Mhm. Et un Gatebreaker, hein, ça passe. Oui. Et il fait des trucs, hein. Eh ben, écoute, Nico, maintenant qu'on a fait le tour de ce que tu penses des Ossiark, voilà, quelles sont les différentes options qu'on a, Petrifex, Mantis Praetorian, les Cavalos, quel conseil, toi, tu donnerais à des joueurs qui veulent commencer Ossiark en compétitif, et surtout, question très importante, quelles sont les erreurs à ne pas faire sous peine d'une punition immédiate? Alors des erreurs, sous peine de punition immédiate, en fait, il y en a pas tant que ça parce que chaque unité, s'en sort bien. De manière générale, il faut bien respecter ses auras effectivement. Heu, Après il y en a pas tant que ça. Catacross, il a des auras assez larges. En fait, le plus important, je pense, en Osiark, que ce soit pour son non compétitif ou les erreurs à ne pas commettre, en fait, je pense que c'est la même chose en Osiark, c'est vraiment c'est le cas pour toutes les armées d'AOS, mais vraiment beaucoup réfléchir à son plan de jeu, à quasiment ses 5 tours pour son déploiement et ses mouvements. Parce que le déploiement, ce sera la moitié de votre mouvement, en fait, hein. Vous ne pourrez pas trop déplacer par rapport à la façon dont vous êtes déployé. Et quand vous êtes lent, vous allez devoir vraiment planifier toutes vos actions. Il faut que vous sachiez où vous serez au tour 3, en gros. Euh, pour pas perdre de temps, parce que si à un moment donné vous allez au mauvais endroit, vous n'aurez pas le temps de revenir où il faut être. Donc ça, voilà, bien réfléchir à son plan de jeu, à où vont être nos unités à chaque tour pour vraiment en tirer le maximum de ces déplacements. Euh, je pense on a peu d'unités, elles sont toutes assez bonnes, c'est des unités d'élite, il faut toutes les utiliser. Il ne Hmm. faut pas avoir peur de perdre des figurines. Déjà, elles sont assez résistantes, et même si on en perd, c'est pas très grave. Comme je disais, des fois on utilise 20 Mortec en écran, c'est pas grave. Il faut que toutes nos unités travaillent. On n'a pas de place pour des petites unités qui vont juste rester derrière à rien faire. Ça, on peut pas. Euh, un truc tout bête, mais que même moi je fais encore.
bien placer vos champions d'unité mortels. C'est très très important. Ah oui. Parce que, voilà, en fait, déjà, c'est votre champion d'unité qui donne la levée des boucliers. Donc déjà, s'il meurt, pour X ou Y raison, vous ne pourrez plus le faire. Ensuite, ça, il le donne à n'importe quelle distance. Tant qu'il est là, vous pouvez le faire. Par contre, les auras, donc les insensibles morts-vivants à 6+, donner des aptitudes de commandement. Ça se fait à portée des personnages, à portée, ou à portée d'un Hécatos. Et c'est à 6 pas. Par exemple, si votre unité est trop large, parce que vous êtes trop étendu, vous avez fait un cordon, quelque chose, et que vous n'avez pas de personnage qui est Wally Within 12, par exemple, vous ne pourrez pas donner d'aptitude. Vous ne pourrez pas donner le +3 en mouvement, par exemple. Donc il faut que votre Hécatos, de manière générale, soit à peu près au milieu de l'unité, et que toute votre unité soit à 6 pas. Alors, il y a des cas particuliers où vous ferez exprès de l'enlever parce que c'est plus important d'avoir un plus gros front ou de prendre plus de Hmm. place. Mais il faut garder ça à l'esprit, que vous perdrez votre invulnérable de mort-vivant et perdrez l'aptitude de donner des aptitudes. Sauf si vous avez un personnage derrière qui lui vous donne l'aura. Et faire attention à tout ce qui peut vous tuer une unité en particulier. Comme toi, tu connais avec les géants, hein, tu peux mettre dans le sac des figurines. Eh ben, faut essayer de pas mettre les katos à portée parce que les katos c'est très très important. Moi, je fais mieux que ça, c'est que je joue War Stomper, donc les Katos, je l'attrape quoi qu'il arrive, et je leur balance directement Voilà. sur une unité. Ouais. Bon voilà. Bon après on peut pas y faire grand chose, mais bon Ouais. quand on peut, il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Sinon, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre en Osiark. Il y a pas non plus l'armée est pas si compliquée à jouer en fait. C'est dans les grandes lignes. Faut bien réfléchir à sa partie, mais après, une fois que c'est parti, il n'y a pas 10 000 trucs à faire. Essayez de bien faire attention à ses positionnements, ses piling et tout, parce que c'est important pour maximiser les attaques et gagner un petit peu de mouvement. Tout ça, bien placer ses unités, ses figurines, parce que, comme on l'a déjà dit, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut qu'on utilise tout à fond. Là, il n'y a rien d'autre qui me vient spécialement en tête. Non, mais les Osiarques, tu sais, c'est la Légion romaine, donc soyez à la hauteur de votre armée, jouez comme Catacross, parce que sinon, on finirait comme Caius Bonus dans Astérix. Et ça fera mal. C'est ça. Non, non, ouais, voilà. Les Osiarques, bon, ça roule un peu tout seul après, hein. Ils se débrouillent bien, ils tankent bien, ils font des bonnes attaques, ils sont assez fiables. Pas de test de bravery sur toute l'armée n'importe quand, c'est confortable. Non, c'est un mec qui est très très cool, les Osiarques. Il faut juste adhérer au concept de phalange, parce que vous avancez doucement, et il y a pas, des fois, il y a des fois où il y a pas grand chose à faire, donc faut l'accepter. Mais sinon, très très cool, les Osiarques, franchement, comme armée, surtout avec le nouveau White Dwarf. C'est ça, voilà, il y a les petites frustrations V3 qu'on peut pas jouer avec certains des petits jouets, mais le White Dwarf apporte des choses, la Data Slate donne un bon coup de pouce, on a quand même d'autres arguments, on fait des choses en plus que les autres, hein, quand même, avec les points de discipline, faut pas Mhm. l'oublier. Donc ouais, dans les Osiark, ça marche pas trop mal en plus. Par contre, voilà, faut quand même bien jouer, il y a pas trop de marge de manœuvre, surtout contre certaines armées. Et bon, on va pas se le cacher, hein. Moi, je m'en suis bien sorti à la méga bâche, mais il faut quand même un petit coup de pouce, hein. Il y a des parties, je les gagne parce que voilà, il y a des moments ça se passe bien. Comme je dis, des fois, il y a un tour où Catacross prend les points de coup quand il faut. J'ai joué sur Veine de Gur, bon bah j'ai eu un peu de réussite sur le pop des objectifs parce que bah sinon leur courir après c'est pas facile. En Mhm. plus, on peut pas occuper toute la table. Il y a une partie que je gagne parce que mon adversaire est un peu fatigué, qui rate une tactique qui est quasiment gratuite et je fais victoire mineure. Bon, voilà, faut quand même Non, mais bien t'as fait jouer. en sorte qu'il soit fatigué, je pense. Oui, non, non, peut-être pas jusque-là, mais après, comme j'ai cru que tu allais dire, il faut forcer un peu la chance, il faut Ouais. quand même mettre toutes les chances de son côté. Et bon, après, avec un petit coup de pouce, on gagne des parties. Ça va. Mais, euh, mais non, non, ça joue les options. Ok. Bah, écoute, Nico, je te remercie d'être passé aujourd'hui pour nous parler des Osiarques, parce Bah, je t'en prie. que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les Osiarques, ça fait partie de ces armées où trouver un joueur de l'armée, et pas un joueur qui a joué l'armée, attention, c'est pas pareil. Parce qu'un joueur qui a joué l'armée, bah, pour peu que l'armée ait été méta un jour, là, je peux vous assurer que dans votre cercle de joueurs AOS, si vous connaissez un peu de monde, vous avez forcément quelqu'un qui a joué au cercle à un moment donné. Parce que l'armée a été fumée. Par contre, trouver un joueur au cirque, c'est-à-dire un joueur qui, comme moi, a 5000 points de l'armée dans sa vitrine, c'est beaucoup plus dur. Mm. C'est pas évident. Après, bon, comme je l'ai dit, hein, je suis pas que au cirque, même pas principalement, mais c'est quand même une armée que j'aime beaucoup et que j'ai pas mal pratiqué. Ouais. Ah, t'as quand même converti ta tout le monde au cirque, hein, donc tu fais partie des Ah oui, bonhommes. oui, c'est ça. Avec Catacross. Pour ceux qui l'ont vu, donc Catacross qui a une tête d'Anubis, et en fait, c'est un pion d'échecs, version égyptien, Ah, c'était, ouais, moi j'ai en, vu, incroyable. en modèle 3D. C'était c'était assez cool. Et vu qu'on a D'ailleurs, parlé... ouais. Vas-y, non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Non, je dis, je voulais en passer pour faire un petit coucou parce que j'en ai pas parlé.
à tous les Marseillais de Love Marseille, Mathieu, donc c'est lui qui m'a imprimé la tête en l'occurrence, c'est pour ça que je pensais à lui. Kevin et tout ça, bon, je vais pas tous les citer, mais je Non, joue souvent avec eux. des joueurs très sympas, il faudra que je passe jouer à Et- l'occasion quand je pourrai descendre à Exactement, Marseille. n'hésitez pas. Moi, je les ai connus à Edge of Marseille à l'époque, donc le tournoi. Bon, malheureusement, on a fait qu'une édition et c'était un des meilleurs tournois, si c'était le meilleur tournoi que j'ai fait. C'était vraiment cool. Puis en plus, en tant que supporter du club de foot, le Stade de Reims, je ne risque rien en descendant, contrairement aux supporters du Paris Saint-Germain. Voilà. Voilà, un peu moins. Écoute, vu qu'on a parlé de Catacross avec ta liste, moi, je vais parler de Nagash pour qu'on voit un peu ce qui s'est passé avec le nouveau Battle Scroll, puisque j'en avais parlé il y a quelques temps de ce nouveau Scroll de Nagash, mais on va voir ce que ça donne, est-ce qu'on peut encore faire des listes avec Nagash, et à quoi ça peut ressembler. Et sur ce, bah, moi, Nico, je te remercie d'être passé, je te dis à la prochaine. À la Salut. prochaine, merci, salut. Voilà, on a vu comment les Ossiarchs ça fonctionnait de manière générale avec la liste qu'on a présentée avec Catacross en Petrifex vers Saint-Nicolas. Moi maintenant, je vais vous présenter une liste avec Nagash. Donc Nagash, c'était déjà une unité qui était beaucoup jouée en Ossiarch avant le Battle Scroll, qui a changé son profil du tout au tout. C'était même, dans son ancienne itération, un des meilleurs moyens de jouer Nagash, et on a vu émerger des listes en Ossiarch qui jouaient Nagash, voire Nagash et Arcane, et qui commençaient à faire des résultats. Alors on n'aura jamais le fin mot de l'histoire concernant la viabilité de cette liste par rapport aux autres, parce que, alors que la communauté commençait à se demander si c'était mieux de jouer Nagash en Ossiarch par rapport à d'autres listes qu'on pouvait faire, sachant qu'en plus Ossiarch c'était pas forcément un choix qui était top méta, et je pense que ça n'est toujours pas aujourd'hui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la question, il n'y a pas eu de réponse, parce que il y a eu le Battle Scroll, alors que ces listes commençaient à émerger vraiment en termes de résultats, qui a beaucoup changé Nagash, et donc le plan de jeu qu'on pouvait avoir. Parce qu'auparavant, Nagash était une figurine Ossiarch à part entière, et il profitait de l'entièreté des aptitudes que profitaient les Ossiarchs, donc Petrifex, etc. Maintenant, Nagash, comme Kragnos et comme Archaon, c'est un Warmaster de son allégeance, on peut le mettre dans n'importe quelle armée de l'Hadès, donc en Ossiarch. Il a des nouveaux profils, mais en contrepartie, il ne profite pas des bonus que peuvent conférer les armées dans lesquelles on joue. Donc pour les Ossiarchs, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que quand vous prenez Nagash en Petrifex, vous n'avez pas la réduction de -1 de la reine. Par contre, lorsque vous jouez Nagash en Petrifex, il est toujours soumis à cette aptitude des points de discipline par rapport aux points de commandement, donc il peut toujours répéter son aptitude de commandement, mais par contre, si il peut répéter son aptitude de commandement, qui je vous le rappelle, permet d'améliorer à la phase de combat la Feel No Pain de l'Hadès de 6 à 5, eh bien, il ne peut faire que cette habitude de commandement-là. Il ne pourra pas faire, par exemple, les aptitudes de commandement génériques que possèdent les Ossiarchs dans leur Battle Tome. Et donc, quand on fait une liste Nagash en Ossiarch, il faut bien comprendre que même si Nagash il a accès à tous les sorts et donc il peut conférer beaucoup de bonus, ça reste quand même une pièce qui est assez indépendante et qu'il va falloir rentabiliser pendant une partie. Et donc dans cette liste-là, c'est ce que j'ai essayé de faire. Vous avez Nagash en toute sa splendeur, avec sa grande létalité, sa grande tankiness, et sa grande mobilité grâce à la protection de Nagash en Ossiarch, qui lui permet donc de se déplacer. Alors évidemment, il y a un petit modulo par rapport à ça, parce qu'avant Nagash, quand on le prenait, et qu'on faisait la protection de Nagash en Ossiarch, donc il prenait son dégât, et si le dégât n'était pas annulé, on pouvait le téléporter. Et ensuite, il pouvait se déplacer. Et donc c'était très bien, parce qu'on pouvait jouer un sort persistant, faire une BM, téléporter Nagash, se déplacer, et donc arriver à l'offensive très vite. Et comme Nagash est un Ossiarch, il avait accès à plusieurs protections, donc la sienne à 4+, mais aussi celle de la Death à 6+. Donc, lorsque vous vouliez vous déplacer et être sûr de ne pas annuler le PV, vous prenez celle à 6+, et vous aviez peu de chances d'annuler toutes les blessures subies. Donc maintenant, Nagash, si vous jouez en Ossiarch, vous avez moins de chances d'être mobile, mais surtout, si sur le papier, vous avez un profil offensif qui a plus de potentiel maximum de dégâts qu'auparavant, vous avez quand même perdu l'accès à l'habitude de commandement Petrifex pour améliorer votre reine, et donc être plus létal. Donc ça, c'est une perte. Donc je fais toutes ces comparaisons pour que vous compreniez bien l'état de Nagash actuellement en Ossiarch, et quelles sont les différences que vous allez retrouver par rapport à ce qui a été joué auparavant. Parce que si vous faites des recherches pour jouer Nagash en Ossiarch, vous allez forcément tomber sur ces builds et ces listes-là, et il faut que vous compreniez pourquoi on doit les jouer de manière différente par rapport à avant. Donc Nagash, vraiment, il faut l'accompagner avec une ou deux unités d'Ossiarch, donc c'est pour ça que j'ai fait 3 x 20 Mortec, j'aurais pu faire 30, 20, 10, mais ça donne un flanc faible dans une liste qui peut difficilement se le permettre parce que vous n'avez rien d'autre que Nagash et des Mortec pour tenir la table. Mais si vous jouez 3 x 20 Mortec, vous avez une pression sur la table qui est égale en termes d'avancée,
et donc vous pouvez naviguer Nagash en fonction de là où vous en avez le plus besoin, vu qu'il est assez mobile, pour vraiment impacter l'adversaire à un moment décisif. Tandis que les Mortek, eux, vous pouvez facilement mettre 2 packs à portée de Nagash, et le troisième l'embarquer avec un Bone Shaper, qui lui pourra faire sa régénération sur un pack qui va être un peu plus faible, mais quand même ça restera un flanc assez résistant, parce que on parle quand même d'un pack de 20 Mortek, et c'est quelque chose que l'adversaire ne peut pas ignorer ou sous-estimer, sous peine d'être puni très facilement. Donc voilà, la conclusion de cette liste-là, c'est que quand vous jouez Nagash en Osiark, comprenez bien que c'est une pièce que vous ne pouvez plus jouer de manière aussi offensive que vous pouviez faire auparavant. Et si vous découvrez Nagash maintenant, en Osiark, et que vous n'avez pas du tout d'informations par rapport à l'ancien build, comprenez bien que Nagash, vous devez le rentabiliser dans son intégralité en Osiark, et donc faire des choix qui vont être assez difficiles, parce que vous devez à la fois rentabiliser le fait qu'il coûte cher, et donc utiliser bien ses sorts, sa létalité, et ses aptitudes de buff, tout en le protégeant de manière suffisante pour pas qu'il ne meure trop rapidement, parce que si Nagash meurt tôt dans la partie, vous êtes en grande difficulté. Donc vraiment, si vous jouez Nagash en Osiark, ce qui est une possibilité, Nagash domine la phase de magie, mais aussi peut dominer la phase de combat grâce à son grand nombre de blessures mortelles via les traits magiques, mais aussi juste grâce à son profil de corps à corps qui peut être très violent si jamais vous faites un peu de réussite sur vos lancers de dés. Et donc c'est pour ça que moi je vous conseille cette liste alternative, c'est parce que ça va vous proposer une expérience vraiment alternative en Osiark grâce à cette figurine qui coûte presque 1000 points, et qui va vous proposer un plan de jeu qui n'a rien à voir à un plan de jeu classique des Osiark. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des remarques, comme d'habitude, postez-les en commentaire, qu'on puisse échanger. Et maintenant que la vidéo est terminée, moi je vous dis à la prochaine. Salut salut!